Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est mardi, il fait beau dehors. J'espère que vous êtes à l'écoute et qu'on pourra vous accompagner pendant les 2 prochaines heures. Salut Olivier. Salut tout le monde. Merci à tout le monde d'être là, à toute l'équipe. On va parler d'immobilier d'entrée de jeu parce que je suis tombée sur un article d'un collègue du Journal de Montréal en fin de semaine qui nous parlait de l'histoire d'un préposé aux bénéficiaires de Québec. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Un article de Gabriel Côté. Un locataire à Québec, il y avait un loyer à 1650 $ qui allait passer à 1750 $. Et là, cet homme-là, ce préposé aux bénéficiaires, 48 ans, jamais été propriétaire de sa vie, commence à réfléchir, il s'appelle Yann Poulain, il commence à dire, là, à 1750 $, peut-être que je devrais me magasiner une hypothèque. Que puis-je m'acheter? Est-ce que ça serait peut-être raisonnable pour moi de penser à acquérir une propriété? Il avait toujours été locataire, là. Puis ça faisait 5 ans qu'il habitait dans cet appartement. Mais là, depuis 2 ans, il disait, moi, c'est devenu là, hors de prix. Là. C'est un 3,5, les amis, 3,5, un petit 3,5. Là. Fait que là, finalement, il a suivi la règle du 5 %. Et puis on va vous expliquer c'est quoi la règle du 5 % en immobilier. Mais bref, toujours est-il qu'il a réussi à s'acheter un petit condo à 240 000 $ qui lui coûte moins cher que son loyer à 1750. Ça m'amène à vous poser la question. Parce que ça, c'est le débat, puis vous nous écrivez de temps en temps là-dessus. Est-ce que je suis mieux? Chaque fois qu'on parle d'immobilier, c'est une des questions qui revient. Est-ce que c'est mieux de devenir propriétaire ou finalement rester locataire? Ça serait pas la solution la mieux pour nous. On n'est pas obligé, hein. Quand souvent on dit, le Québec, c'est un endroit où 60% des gens sont locataires, faut changer ça. Mais il y a des gens qui disent, savez-vous quoi? Moi, j'ai pas envie d'avoir le trouble d'être propriétaire. Puis par les temps qui courent, peut-être qu'être locataire, c'est la meilleure des choses avec les taux d'intérêt et tout. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui disent, les loyers sont tellement débiles. Là, ça devient ridicule. Alors, Olivier, C'est une très grande question, une excellente question d'ailleurs. Donc, rester locataire ou devenir propriétaire, est-ce que vous avez le choix présentement qui est devant vous aujourd'hui, en 2026? Yannick Parrain est avec nous. Appelez-nous 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Effectivement, Yannick, courtier immobilier bien connu. Salut Isabelle. Puisqu'il anime le balado Sans vice caché à Cube avec Mélanie. Merci pour l'invitation. Salut Olivier. Puis on s'en parle souvent, toi et moi, de ça, Yannick. Tu sais, parce que c'est vrai que c'est important. Puis toi, tu dois te la faire poser régulièrement, cette question-là. Est-ce que c'est mieux de devenir propriétaire? Je suis locataire. Comment ça marche? Et il y a cette fameuse règle du 5 % qui est très chouette, je trouve, puis qui est un outil. Là. Ouais, c'est comme une règle facile, en fait, pour avoir un indice, mais je fais quand même une mise en garde parce que c'est pas la baguette magique non plus pour avoir la formule automatique, parce que, tu sais, la règle du 5 % là, tu sais, pour la calculer, pour reprendre un exemple qui a été pris là, dans les médias cette semaine, pour avoir une idée, là. Tu sais, on prend exemple une propriété de 500 000, on multiplie par 5 %, on divise par 12, là, puis bon, ça fait un paiement d'environ 2083. Voilà. Alors, si on est capable d'avoir... Et puis là, mensuel. Puis mensuel. Là, si j'appuie sur une habitation similaire pour le même prix ou plus bas qui est loué, ben là, on serait mieux d'aller en location que d'acheter. C'est ça. En gros, si ton loyer te coûte, mettons qu'il te coûte 1900 $. Ouais. Ben, t'es mieux de rester locataire. C'est en plein Mais ça. si ton loyer te coûte 2200 $, peut-être que ça serait intéressant de regarder si tu peux te trouver l'équivalent en immobilier. Il y a des gens qui font le calcul, puis il y en a qui sont des propriétaires, puis qui se mettent à dire, coudonc, j'ai des grosses dépenses, peut-être que c'est mieux d'être locataire. Tu nous as trouvé d'ailleurs un exemple. Mets le contexte avant qu'on parle à Rachel. Oui, ben Rachel et Yvon, c'est des gens que je connais, puis c'est des gens qui sont, je le dis tout de suite, c'est pas des personnes âgées, parce que je pourrais pas dire ça d'Yvon, c'est un ancien collègue policier, puis il m'en voudrait énormément de dire ça. Ça serait pas fin si c'est pas le cas. Puis il est pas mal plus costaud que moi, puis j'ai pas intérêt à dire des affaires comme ça. Mais non, c'est des gens qui sont à l'étape, qui ont vraiment, volontairement, eux autres, ont dit, écoute, on met à vendre notre propriété et on devient locataire
pour retrouver une espèce de liberté, je vais le dire comme ça, là, une liberté perdue. Tu sais, fini les taxes municipales, fini les frais de condo, fini l'entretien, fini tout ce qui tourne autour d'une propriété, toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Nous, on devient locataire. Là, tu te dis, ouais, mais en quelque part, la mentalité, ou j'allais dire l'ancienne mentalité, c'est de dire, ça sera jamais un investissement d'être un locataire parce que tu prends ton argent puis tu la donnes à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, ce qui est de plus en plus en vogue, puis je l'ai vécu encore hier chez le notaire, Isabelle, une femme aussi, policière, salut Sophie, qui vient de vendre sa maison, qui est toute jeune, qui a décidé, elle, de s'en aller volontairement locataire. Toi, tu vois, là, en ce moment, là, est-ce que tu vois plus de propriétaires qui deviennent des locataires? Je vois encore beaucoup plus de locataires qui veulent devenir propriétaires. C'est encore la règle, mais il y a vraiment une tendance vers les... Il y a les deux. Il y a les deux. Puis moi, je le vois de plus en plus, les gens, Isabelle, qui sont propriétaires, qui se disent, écoute, je veux redevenir volontairement locataire. Puis t'as beau leur dire, c'est pas un investissement. Des fois, je me fais répondre, Yannick, ça peut devenir un investissement. Et en quelque part, ils ont raison. OK. Ben, on va revenir là-dessus. Ouais. Tu nous diras pourquoi tu penses que parfois, c'est effectivement une bonne idée. On va parler à Rachel. Bonjour, Rachel. Bonjour Isabelle, bonjour Yannick. Alors vous êtes donc cette propriétaire, vous avez décidé de vendre pour devenir locataire. Expliquez-moi un peu votre raisonnement là-dessus. Ça faisait combien de temps que vous étiez propriétaire, Rachel? Je dirais 20-25 ans, mais plusieurs propriétés pendant ces années-là. Mm-hmm. Et c'est pas une décision qui se prend rapidement, mais pas dans notre cas. En tout cas, on a réfléchi pendant, je dirais, 3-4 ans. Magasiner beaucoup, visiter beaucoup, parce que, et on en a discuté avec Yannick, les condos locatifs, à tout le moins ceux qu'on recherchait, c'est vraiment coûteux mensuellement, là. Exact. Je disais à Marianne tantôt qu'un qu'on regardait a priori, c'était 4800 par mois, c'est une grosse décision, là. Fait que, oui. Mais encore là, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Nous, on recherchait avec, plus des personnes de notre âge où on demeure, c'est comme 55 ans et plus, puis avec des services aussi. Donc, la piscine, le gym, le stationnement intérieur, puis aussi comme l'habitat, l'intérieur qu'on désirait. Fait que pour nous, c'était exactement comme Yannick a dit, la simplicité, une tranquillité d'esprit. Voilà. Tanné de ramasser les feuilles l'automne. Oui, exactement. Gratter le terrain au printemps. Exact. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soins. Là, vous avez toujours vécu dans une grande maison. Puis là, vous passez un condo. Vous êtes sur la rive sud de Montréal, Rachel. Les travaux, les réparations. Souvent, des gens disent, les frais de condo sont donc bien chers dans le locatif. Mais quand on additionne parfois les frais d'une propriété, les frais d'entretien, de réparation, pour maintenir ton bien, là, ton équité, ça coûte pas 2 piastres, surtout aujourd'hui, là, avec les coûts en construction. Fait que vous avez fait les calculs. Avez-vous utilisé la règle du 5% pour savoir si c'était plus rentable pour vous de rester propriétaire ou finalement de devenir locataire? Non, vous n'aviez pas utilisé ça? Non, pas la règle du 5%. Puis juste spécifier qu'entre les deux, on avait une grosse maison. Après 4 enfants. Puis là, on est allé en condo, mais on était sur le bord de l'eau. Mais il y avait quand même beaucoup d'entretien, un grand terrain. C'était quoi le condo? Vous étiez propriétaire. Vous étiez propriétaire du condo. Exact. Oui. Fait que vous y êtes allé par étapes. Exact. Grosse maison, ensuite propriétaire, propriétaire condo, puis là maintenant locataire dans un condo. Mais est-ce que vous diriez que dans le fond, avez-vous économisé dans tout ce parcours? Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez ça vous coûte finalement moins cher d'être en location que d'être propriétaire? Tout à fait. Pour nous, dans notre cas. Vous économisez combien par mois, vous diriez, Rachel, à peu près? Je dirais au moins 1 000 $. Oh, OK. Fait que ça paye les vacances, hein? 12 000 par année. Hein? Ça fait des petites vacances. Hein? Oui. Et aucun regret, vous dites? 0. Que du bonheur. Que du bonheur. Ben merci. Merci beaucoup, Rachel. Merci bien. Yannick, tu disais, des fois, c'est plus rentable, effectivement. C'est intéressant parce que moi, j'étais restée collée sur l'histoire du préposé aux bénéficiaires de Québec. Tu sais, je me disais, c'est tellement logique parce que c'est sûr que moi, je suis dans l'immobilier depuis mon plus jeune âge. Et pour moi, tu sais, payer un loyer, il y a comme quelque chose pour moi que je trouve d'anti-productif. Tu sais.
Mais en même temps, je comprends les gens qui disent, écoute, moi, j'en veux pas de troubles. Je veux que ça soit mon propriétaire qui ait les troubles. Mais moi, puis je paye en conséquence. Mais il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul. T'as tellement raison, Isabelle. Puis ça va bien aussi pour les gens qui ont déjà un véhicule immobilier. Ouais. Puis ça, je tiens à le souligner parce que, tu sais, je parlais avec Oli tantôt, on se parlait, lui, t'as une étape complètement différente. T'as l'étape d'évaluer la location versus acheter quelque chose aussi. Mais tu sais, ces gens-là qui ont eu des propriétés avant, pendant plusieurs années, qui récupèrent, Isabelle, de l'équité. À ce moment-là, ils peuvent l'investir. Ça prend, pour que ça soit vraiment rentable, redevenir locataire comme on l'entendait là, il faut que les gens soient capables de gérer intelligemment leur argent. Parce que propriétaire, on dira jamais assez souvent, ça demeure de l'épargne forcée. Oui. Tu sais, il faut dire, mais moi, comme courtier immobilier, ça fait drôle venant d'un gars qui vit de ça. Moi, je dis, pour quelqu'un qui gère bien son argent, ça peut être avantageux de redevenir locataire, surtout. Ça sera pas tout le temps comme ça, mais particulièrement avec les rendements qu'on a actuellement. J'ai des clients qui ont des rendements présentement de leur placement, c'est de 12 à 14 % de rendement. Quoi? Il n'y a rien qui ramène ça au niveau... Faut que je change de courtier. Puis là, Isabelle, toi qui es dans l'immobilier jusqu'à... Ouais. Mais pas ces rendements-là, moi. J'ai vu ça récemment. Puis pas juste une personne, plusieurs personnes. Ben, t'es dans le risque, là. Non? Là, t'es dans le risque. C'est sûr que t'es dans des fonds de placement. Ça avait beaucoup descendu, par contre. Ça avait beaucoup descendu. Puis depuis janvier, ça a descendu beaucoup. Oui, ça, c'est l'année dernière, ces rendements-là. J'ai vu ça la semaine passée. Non, ça a remonté un peu. J'ai vu ça la semaine passée. Ah ouais? Oui. Mais... Encore là, il faut être capable de gérer ça, il faut être capable de gérer le risque, mais à des rendements comme ça, là, c'est vrai de dire que c'est plus, tu sais, la mentalité de dire c'est toujours être propriétaire qui va être le plus rentable avec des rendements comme ça, puis une façon de faire, ça peut devenir quand même intéressant. Mais la cliente policière dont je vous parlais tantôt, Isabelle, son nouveau loyer, là, c'est quand même 3100 par mois. Hey, c'est de l'argent, 3100 par mois quand même pour un loyer. Ça, c'est un autre enjeu. Fait que je pense que ça va être plus profitable pour les gens redevenir locataires qui ont déjà un passé, qui revendent une 3100, propriété. c'est peut-être l'équivalent d'un condo à 1 million. Là. Puis tu sais, la règle de 5 800 000, le fameux 5 qui te donne 2000 et des poussières. Là. Moi, je faisais un petit calcul qui est vraiment pas savant. Là. Je prenais, Oli, une hypothèque à 500 000, mettons une maison à 500 000 OK, avec une mise de fonds de 5 pendant 25 ans. Ça te donne des paiements hypothécaires qui sont aux alentours de 2500 $ par mois. Ça, c'est pour une propriété. T'as pas payé de taxes, t'as pas payé d'entretien, t'as pas fait de réno, t'as rien fait du tout. Fait que, tu sais, oui, la règle du 5 mais en quelque part, est pas toujours réaliste, la règle du 5 Tu vois, ça fait l'équivalent d'une propriété à 750 000 $. Ouais. C'est ça. J'ai pas demandé combien de pieds carrés elle habite, là. Oui, mais ça va tourner. Ouais, c'est ça, ça va tourner. Mais ça fait 3125, tu vois. Tu fais la règle du 5 Si tu fais la règle du 5 sincèrement, cette règle-là, je la trouve intéressante. Oui. Parce que ça te donne une espèce de, excusez l'anglicisme, mais de ballpark. Ça te donne une figure, tu sais, ça te donne un chiffre. Tu dis, OK. Puis je trouve ça intéressant parce que ça encadre un peu, ça donne ton cadre à savoir, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les moyens financiers de me lancer dans une propriété? Tout à fait. Mais il y a ça, mais l'aspect locatif aussi. Là, je vous donne l'exemple ici de Stéphane de Saint-Jean. Ouais. Il c'est bien beau, là, mais faut-il pouvoir donner le fameux, là, il dit 20 % de dépôt, parce que de son côté, il aimerait mettre plus que le 5 % qu'on mentionne souvent. Oui. Mais il dit pas tout le monde qu'il y a 30 000 ou 40 000 comme ça à mettre dans une propriété. Mais c'est un très bon point, Olivier, de l'auditeur. Mais en même temps, Yannick, je pense qu'on peut l'expliquer. Oui, idéalement, c'est 20 %. Puis selon ta cote de crédit, la banque peut te l'imposer. Là. Ils peuvent te dire, exact. Nous, on va vous financer si vous mettez 20 % Mais si vous êtes un jeune, que c'est votre première propriété, ou si vous avez quand même un crédit, vous n'êtes pas obligé d'être jeune, mais si vous avez du crédit, que vous êtes capable de dire, mais moi, j'ai une job, je fais tant, mon conjoint, ma conjointe aussi, ben ça te donne quand même, à la banque, tu peux dire, mais je veux garder mon équité, moi, si ça vous va, je mettrais juste 10. Puis je vais le payer, le différentiel de pourcentage. C'est juste, ça te coûte plus cher en intérêt. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que si tu as un peu d'argent ou si tu peux en trouver, tu prends ton REER, si tu as ton RAB, si tu peux flipper des trucs. L'aspect locatif dans cette situation-là peut être bon, mais j'imagine peut-être plus pour une période à court terme, dans le but de garder un petit peu la tête hors de l'eau, de s'assurer d'une mise de fonds peut-être supérieure, afin par la suite d'être un peu moins piégé dans les gros paiements sur une longue durée. Là, la mise de fonds fait juste augmenter. Ça, t'as raison. T'as raison. Mais là, je te donne comme exemple. En ce moment, moi, je suis rendu seul, OK? Je suis pas en relation présentement. Là, je veux acheter quelque chose. Je suis travailleur autonome. Moi, t'apprends ça. Je te l'apprends direct. As-tu ma face? Il y a d'autres. Ben, j'ai vu ta face, puis là, je vois les courriels rentrer. Là. Oui, je suis célibataire, tout le monde, c'est comme ça. Depuis quand? Depuis 2 semaines.
Mais c'est un autre sujet, Isabelle. Voyons donc, tu m'en as pas parlé. Je sais, mais... Tu vis bien avec ça? Je vis très bien avec ça. Mais c'est ta décision? Oui, c'est ma décision. OK. Puis elle a bien pris ça, ton ex? Oui, T'as été gentil, là. J'ai été super gentil. Bon, faut être gentil. Revenons à l'immobilier. Mais moi, je trouve que c'est un très, très bon sujet. Pourquoi tu pleures quand t'en parles d'abord? Il pleure pas. Non, il a l'air soulagé. Ça, écoute, aidez-moi, s'il vous plaît. Demain, on parle de ça. On parle de ça, sujet. On parle de célibat et de dating. Mais il y a une excuse, je veux dire, c'est que là, j'ai quand même de l'argent de côté, mais là, je me dis, seul. Là, c'est une autre. C'est quand même lui qui nous a fait. C'est lui quand même qui a embarqué là-dedans. Oui, il nous emmenait là. D'autres, on savait pas, on demandait rien. Non. C'est lui qui a été gratuit et généreux de cette information. Tellement, puis là, tu m'as donné toute une idée que je vais partager avec Isabelle pour son show de demain. Isabelle, j'ai quelqu'un pour toi. Pour le dating? On l'appelle l'entremetteuse. OK? Oui. Puis elle gère multiples sites de rencontres. Alors, moi, je parle de ça, Isabelle, tantôt. Puis d'après moi, demain, vous avez un show avec moi. Marianne, écoute ça, on est booké. Mais là, voilà, c'est que là, avec mon frère, je me suis dit, il faut le travailleur autonome, donc, je veux dire, la mise de fonds, il va falloir qu'elle soit quand même assez grande pour pouvoir avoir un financement de mon côté. Ouais. Et aussi, il faudrait que j'ai un partenaire quelconque. Là, ce serait mon frère ici qui pourrait m'aider à assumer cette grosse partie d'argent-là. Mais sinon, par exemple, que j'ai pas ce Non, mais toi, tu peux mettre 10%, par exemple. En effet, mais 10%, lorsque tu es seul, travailleur autonome, c'est 5%. 5%. Mon point, c'est que si je mets une coquette somme, on va dire, une bonne somme sur la totalité, exactement. Mais après ça, je veux dire, quand tu es toute seule, il faut que tu assumes les frais qui viennent tout autour de ça. C'est pas logé, c'est pas meublé. Il y a des rénaux, il faut que tu sois capable de te revirer sur un dessous. Dans ma tête, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu... Moi, c'est ma crainte que j'ai présentement. Est-ce qu'il faut que je saute un jour? En effet. Moi, mon premier appart, là, j'avais comme un futon à terre. Puis une boîte de carton comme ça, comme table de salon, tu sais. Ouais. T'ennuies-tu de ce mode de vie-là, Isabelle, des fois? Non, mais je travaillais beaucoup, puis j'étais tout le temps sortie quand je travaillais pas. Mon point, c'était la live, mais tu sais, en même temps, je me disais, tu sais, t'as 25-30 ans, t'as-tu besoin là, d'avoir... Non. Mais ça, non, mais c'est une conversation à avoir, ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, moi, si j'ai pas si, ça, la télé écran plat, le frame de Samsung, le nanana, Là, je peux pas y aller. Mais c'est parce que tu iras jamais, tu comprends, sinon. Mon point, Yannick, c'est parce que là, il y a plusieurs personnes dans le messager qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'à un certain... Tu sais, je dis jeune, là, mais c'est pas juste 20 ans, là, c'est dans la fameuse première propriété, là, ou dans une situation un peu comme la mienne. Est-ce que c'est quand même bien de sauter puis de prendre ce risque, entre guillemets-là, ou de poursuivre en termes en location pour une période indéterminée aujourd'hui? Il faut calculer. C'est sûr, il faut calculer, puis en même temps, là, je vais dire oui, puis les gens vont dire, on sait bien, c'est un courtier immobilier, il va toujours dire oui aux gens de devenir propriétaire. Vous allez dire ça. Dites-le allègrement, ça me dérange pas. Moi, je te dirais oui, sautez dans la mêlée, puis devenez, si vous êtes capable, vous êtes jeune, là, ces gens-là qui nous parlent, là, qui nous disent qu'ils récupèrent l'argent, puis qui deviennent locataires, puis qui profitent un peu aussi de la vie, c'est une étape de la vie aussi en quelque part. Moi, je pense que quand t'es jeune, tu veux devenir propriétaire, que ce soit un condo, que ce soit une maison modulaire, appelée une maison mobile, que ce soit un investissement, un plex en quelque part avec des rénaux à faire, vous allez peut-être vous casser la gueule, comme on dit, vous allez peut-être vous faire mal, mais il y a un vieux proverbe qui dit en immobilier, Isabelle, le temps arrange les choses. C'est difficile de se tromper en immobilier. Il y en a un autre qui dit le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai. Prends celui que tu veux. Mais, Oli, juste pour répondre à ta question, puis j'ai beaucoup d'empathie, puis c'est drôle venant d'un gars aussi qui fait ça dans la vie, puis je veux pas avoir l'air biaisant en disant ça, mais les gens, les jeunes, là, je faisais remarquer une dame ce matin, je présentais des promesses d'achat, 4 promesses reçues pour la même propriété encore ce matin au mois de juin. À combien? Dans un budget de 600 000 sur la rive sud de Montréal, pas de garage, bien entretenu, une construction des années 80, et je lui faisais remarquer qu'il y a quelques années de ça, la même propriété, on l'aurait mis en vente à 350, 380 000 alors que là, ça se vend au-dessus de 600 000. Peux-tu comprendre que les jeunes ont de la misère à les acheter, ces maisons-là, puis que tu doutes avant de sauter dans la mêlée? Mais ce que beaucoup de gens disent, puis on va y revenir, mais il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais le gros de l'inflation sur les propriétés, on vient de la vivre là, depuis les 6 dernières années. Il n'y aura plus d'augmentation comme ça. Et ça, évidemment, c'est un peu, tu lances un 5 cents dans l'air, ou un 25 sous maintenant avec l'inflation. Mettons qu'on flippe un 2 piastres. Un 2 piastres. Mais moi, je pense que chaque année, tu vois, c'est entre 7 et 10% quand même, minimalement, que le marché immobilier va prendre. Et en même temps, il y a aussi la situation des ménages qui sont sans logement. Donc, la situation de locataire, quand tu as plus ou moins les moyens, c'est pas une situation forcément
confortable. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle à Véronique Dufrappru. Véronique Laflamme, que vous connaissez bien sûr, qui est régulièrement dans les médias pour nous expliquer un peu la situation des ménages québécois. Bonjour Véronique. Là, on a appris qu'il y avait 2573 plus exactement, ménages au Québec là, qui sont passés par des organismes pour essayer de les aider à trouver des propriétés. Un peu mieux que l'année dernière, une petite baisse, mais quand même, c'est beaucoup de gens qui, à la veille du 1er juillet, ont toujours pas de logement. Ils savent pas où est-ce qu'ils vont habituer. Il y a des régions, évidemment Montréal, la région de Québec, la capitale nationale, mais il y a d'autres régions aussi où c'est vraiment problématique. Enfin, les groupes disent ça va être un gros bordel le 1er juillet. C'est toujours la même chose. Pas évident d'être locataire en ce moment, là, Véronique Laflamme. C'est pas évident du tout. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on prévoyait arrive, c'est-à-dire que même si le taux d'inoccupation augmente dans plusieurs municipalités, ça ne règle pas le problème de bien des ménages locataires, des familles, des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les logements qui sont disponibles, sans parler du fait que déjà, la situation qui s'est détériorée dans les dernières années a mené des locataires à faire des choix qui n'étaient pas optimaux, qui n'étaient pas l'idéal pour leur situation, c'est-à-dire de louer souvent un logement qui dépassait leur capacité de paiement, de louer un logement trop petit pour leur famille, de nombreuses familles qui vivent dans des logements trop petits, des personnes également qui vivent dans des situations de colocation plus ou moins choisies où finalement ça ne s'avère pas non plus fonctionnel. Donc, il y a des gens qui cherchent aujourd'hui à déménager, qui s'ajoutent aux locataires en recherche de logement. Et c'est ça qui explique les gros chiffres qu'on voit. À l'échelle provinciale, c'est beaucoup, mais dans certaines régions, faut quand même souligner que ça augmente. La Montérégie, la Mauricie, le centre du Québec, la capitale nationale, même le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, vous dites que ça augmente, Véronique, plutôt parce que dans l'article du journal que je lisais... C'est le spécial, Isabelle, que vous avez. En fait, c'est vrai que si on compare le nombre de demandes d'aide à l'échelle provinciale, qui est 2673 aujourd'hui, à comparativement à environ 2800 l'année dernière. L'an passé. On peut dire à l'échelle provinciale, c'est quelques dizaines de moins que l'an passé à pareille date. C'est vrai, heureusement, parce qu'avec le taux d'inoccupation qui a dépassé le fameux seuil d'équilibre du marché dans des grosses villes comme Montréal et Gatineau, on n'a jamais vu ça, des taux d'inoccupation aussi élevés et un nombre aussi grand de locataires qui ont toujours besoin d'aide et d'accompagnement à l'approche de la Journée nationale des déménagements. Mais à l'échelle de certaines régions, il y a une hausse comparativement aux dernières années. Ouais. Et là, comment vous expliquez cette hausse du taux d'inoccupation? Moi, je disais ce matin, pour moi, c'est évidemment le symptôme de cette crise. Ce n'est pas une crise que du logement. On sait que c'est pas une pénurie de logement, c'est une crise de l'abordabilité. C'est-à-dire, les logements sont là, ils sont juste pas abordables pour les ménages québécois. C'est ça que vous diriez? Ben, à Montréal, oui. Même chose à Gatineau. Il faut faire attention quand on regarde là, cette année pour la première fois, je dirais que depuis quelques années, là, on a vu dans les dernières années une pénurie généralisée de logements. Aujourd'hui, le taux d'inoccupation a augmenté dans de grandes villes comme Montréal et Gatineau, notamment à Québec aussi, ça a augmenté. Sherbrooke également. Mais même Trois-Rivières, où ça a été très, très bas dans les dernières années. Donc, oui, il y a une augmentation, mais à plusieurs endroits, ça demeure quand même très bas, en bas de 2%. Donc, il faut faire attention. Il y a quand même une situation de pénurie qui perdure à certains endroits. On peut pas dire non plus que c'est l'abondance, mais effectivement, mais généralement, l'enjeu actuel, oui, c'est l'inabordabilité. On a une crise du logement cher. On peut regarder des logements disponibles à la location dans des villes comme Drummondville, Trois-Rivières, pas juste Montréal. Là, ce qui est affiché, ce sont des logements à 1800 $, 1900 $. On voit que ce qui a été construit récemment, souvent on voit la date en construction récente, mais c'est des logements qui sont très chers. Même chose à Montréal. Donc, il y a des logements disponibles, mais ça n'a rien à voir avec la capacité de paiement. Et il y a des gens qui, comme Pis-Aller, vont peut-être louer ces logements-là, mais ça vient compromettre leur capacité à répondre à leurs autres essentiels. Et vous en parlez régulièrement, Isabelle, la question des banques alimentaires. Et ça, ce n'est que la
la plus visible du problème. Bien des gens ne vont pas à la banque alimentaire, mais se privent de l'essentiel. Des gens qui n'iront pas en vacances, qui font des choix qui sont déchirants. Et c'est ça la réalité. Hein? Donc, les chiffres sur le nombre de locataires qui font appel à l'aide autour du 1er juillet en espérant trouver un logement plus adéquat. C'est un indicateur. C'est ça. C'est un indicateur, mais c'est pas toute la big picture, comme on dit, là. C'est un indicateur. Ça nous montre qu'il y a des gens vraiment qui cherchent activement et qui se tournent vers des outils pour les aider, vers des groupes d'aide. Mais il y en a beaucoup, sans doute, qui se cherchent des logements, qui sont chez l'un, chez l'autre, qui sont hébergés par des familles. Au même titre que, il y a de l'itinérance visible, puis il y en a beaucoup d'invisibles aussi. Alors, il y a toute la situation des locataires qui sont sans logement, mais qu'on ne sait pas qu'ils cherchent un logement, mais qui sont hébergés temporairement. Je trouvais quand même intéressant. Je sais que, Véronique, vous êtes au Frappru, vous vous occupez de gens là qui sont vraiment dans des situations financières excessivement délicates, démunis. Mais je trouvais quand même intéressant de poser la question, est-ce que quand on fait face à des logements à ce prix-là, est-ce que c'est pas finalement intéressant de calculer, voir qu'est-ce qu'on pourrait se payer à soi? Parce que donner 1 750 $ par mois à un locataire pour un petit 3,5, t'as envie de dire, peut-être que je pourrais me le payer à moi comme propriétaire. Vous en pensez quoi, vous, de ce débat? Parce que c'est arrivé, il y a ce préposé bénéficiaire dont je parlais, vous avez peut-être vu l'article en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Ben lui, s'est trouvé un petit condo à 240 000 $ à Bois-Châtel. Il y avait une petite mise de fonds qu'il a pris dans son REER. Il a comme râpé 24 000 $. Il y a comme 10 ans, je pense, pour rembourser. Mais bref, tout ça pour dire, ça va lui coûter moins cher que d'être locataire. Vous en pensez quoi de ça? Ben, ce qu'on en pense, c'est que des locataires, tout revenu confondu, n'ont pas d'épargne nécessairement. Tout le monde n'a pas la même 24, possibilité. Carrément, là. Alors, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que il y a des gens pour qui c'est possible, d'autres pour qui ce n'est pas une option, des personnes qui n'ont pas d'économie, des personnes qui ont fait des retours d'études, qui n'ont pas cette marge de manœuvre financière. Et c'est ça qui est inquiétant, surtout quand on voit la tendance des gouvernements à financer du logement dit abordable, qui l'est de moins en moins et qui lui aussi va contribuer à l'appauvrissement généralisé des locataires qui paient de plus en plus, plutôt qu'à avoir cet effet déflationniste qu'on recherche dans le logement social sans but lucratif. Et ça, c'est inquiétant aussi, c'est que non seulement on laisse aller finalement le marché en pensant que inonder le marché, ça va régler le problème de l'abordabilité, mais en plus, dans les politiques qui ont été adoptées dans les derniers mois par les gouvernements, on se soucie peu de la capacité de paiement des locataires. Et ça a un effet sur la hausse du loyer moyen au Québec, qui, rappelons-le, depuis 2018, Isabelle, a déjà augmenté de 60 % au Québec. Depuis 2018? Oh mon Dieu. Depuis 2018, le loyer moyen. Alors, 60%. La majorité des locataires... Oui, depuis 2018, le loyer moyen, et c'est sûr que les constructions neuves ont eu un effet important, mais également, les changements, les hausses de loyer au changement de locataire, les indices du TAL qui ont été aussi plus gros que par le passé, mais tout ça pour dire qu'il y a un contexte où actuellement il y a un appauvrissement dont il faut s'inquiéter, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer avec nos politiques publiques, c'est à cette inabordabilité qu'il faut s'attaquer pour avoir une abordabilité immédiate si on veut pas que le problème finalement de cet appauvrissement se généralise encore plus. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup de commentaires. Tu voulais rajouter quelque chose, Yannick, là-dessus? Parce qu'il y a l'exemple de François de Montréal, puis Véronique, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il dit qu'il y a un ami qui a acheté un duplex dans Rosemont. Il dit pas si son ami va l'habiter aussi, mais il dit qu'il y a une hypothèque de fou. Fait que comment voulez-vous qu'il loue ses logements à prix modique? C'est sûr que comme il y a une hypothèque très élevée à rembourser, forcément, il est obligé de louer cher. Vous en pensez quoi de ce raisonnement financier? C'est logique en même temps, mais bon, ça contribue à la hausse. La question de l'immobilier, la spéculation qu'on a vu dans les dernières années, c'est sûr qu'elle joue un rôle sur les loyers. Et là, il y a aussi toute la question de la financiarisation des grandes sociétés d'investissement aussi qui, de plus en plus, vont acheter des centaines de logements qui vont avoir un effet aussi sur les tendances. C'est sûr que ce n'est pas déconnecté de ce marché, puis il y a une financiarisation de l'immobilier et je pense que il faut s'intéresser aux racines du problème, assurément. Merci beaucoup, Véronique Lafemme, porte-parole du Frappru. Les commentaires sont nombreux, là. On pourrait faire un autre bloc là-dessus. En effet, mais brièvement, là, on parlait justement de gens qui possèdent des propriétés, prennent la grosse somme d'argent
de la vente de cette fameuse propriété-là et qui veulent par la suite avoir plus de tracas, un logement pas loin de la retraite. Locatif, exactement. C'est le cas de Laura de Blainville. Elle dit, là, tu sais, vous voyez, j'ai acheté une maison à 19 ans et aussi un duplex à Ville-et-Mort et après, j'ai acheté une maison à Blainville. Donc, tu sais, elle a roulé sa bosse dans l'immobilier et là, elle dit, un jour, je veux vendre et me louer un beau petit logement. C'est ce que je veux faire. Donc, après ça, elle l'a pas fait encore. Elle l'a pas fait encore, mais elle veut le faire prochainement. Ouais. Et en effet, je me dis, pour vivre une retraite, les poches pleines avec plus beaucoup de responsabilités, ça peut être super intéressant. Mais d'un autre côté, Bruno de Montréal-Est, je suis locataire. Famille de 4. J'ai un 5,5 avec un garage et cour arrière. Je paye 1500 $ à Montréal, mon Dieu. Je sais pas où ça se trouve. Oh mon Dieu. Oui, gardez ça, Bruno. Lâchez pas ça, Bruno. Bruno, s'il vous plaît, écoutez-nous. Oh mon Dieu. Non, mais il y a quelque chose qui coule. Mais il dit pour moi... Y a-tu de la moisissure dans les murs? Ça fait peut-être longtemps qu'il est là aussi, mais il dit pour moi... 1500? Il dit pour moi, c'est pas une option d'aller m'embarquer dans une hypothèque. Mais avec raison dans ce cas-là. Je comprends, ben oui. Mais c'est sûr que certains peuvent être un petit peu, tu sais, pris au dépourvu. On parle ici, il dit j'ai une famille de 4, là, donc j'imagine 2 enfants à avoir. Là, mais voilà, 5,5. Donc pour lui, c'est pas possible, mais en même temps, il est dans une situation plutôt confortable. Mais tu payes 1500, écoute, t'auras... Non, moi j'étais dans un 3,5 à 1006, là. Juste pour te dire, à Montréal. Oh mon Dieu. Ben oui, mais c'était comme ça. C'est de même. Il y avait le parking aussi, il y avait quelques commodités. C'était 9, plus ou moins, mais c'était de même, là, à 2. Ouais. Puis je pense que tu parlais de sauter tantôt dans la mêlée puis tout ça, puis j'écoutais, tu sais, le problème, c'est, on a vécu une crise de rareté du logement, puis là, comme tu disais, Isabelle, c'est une crise d'abordabilité. C'est intéressant, Véronique, ce qu'elle racontait. C'est incroyable. C'est vraiment super intéressant, puis ça, c'est du jamais vu. C'est que là, il y a des loyers disponibles, mais les gens sont juste comme pas capables de se les payer. Non. Tu sais, ton 3,5 à 1600, puis ça, c'est un exemple. Il y en a, tu vois des loyers à 4000 par mois là, à Montréal, réguliers, puis tu te dis, écoute, ça n'a pas de sens. Fait, en parallèle à ça, je te dirais, l'important, c'est que les gens calculent ce qu'ils peuvent investir, ce qu'ils peuvent mettre aussi pour une propriété. Puis je pense que ce qui empêche des fois les plus jeunes, comme tu dis, de s'investir là-dedans, c'est pas juste de calculer l'hypothèque, tout ça. Ça, à la limite, t'arrives, c'est tous les à côté aussi qui viennent comme propriétaires. C'est tu vois, mon préposé bénéficiaire de Québec, là, que je connais pas d'ailleurs, il dit quand il a acheté son condo, évidemment, Yann Poulain, il avait comme oublié de considérer certains frais. Entre autres, la taxe de 9% à laquelle la prime d'assurance du prêt hypothécaire était assujettie. Il y avait aussi des dépenses. Bon, c'est sûr que tu déménages, tu sais, des fois, là, pour économiser 50$, ce qui est comme 600, tu te dis, c'est 600$ dans l'année. Est-ce que je vais me payer un déménagement qui va peut-être me coûter 1000$, 1500, 2000, ça dépend si c'est toi qui emballes tes affaires ou que t'es fait emballer par d'autres. Bref, il faut vraiment calculer tous les tenants aboutissants. Mais c'est pour ça que je trouvais que la populaire règle des 5%, ça vaut ce que ça vaut. Ça vous donne ça vous donne un petit indicateur. Puis si tu te dis, peut-être que je suis mieux locataire, puis peut-être que je peux continuer de mettre quelques économies par année. Ça a été popularisé par un gestionnaire de portefeuille canadien, Ben Felix. Connais-tu la règle du multiplicateur du revenu brut pour les immeubles à revenus? Rapidement, vas-y donc. Dans le fond, tu multiplies tes revenus par le nombre de mois et tu divises aussi après ça par le prix que tu payes l'immeuble. Ça te donne un ratio. À l'époque, si tu jouais en 12 et 18 de ratio, ton investissement, tu savais rapidement en faisant ce calcul-là que tu étais correct dans ton investissement. Là, aujourd'hui, c'est rendu du 19 à 30, 20. Mais tu sais, c'est une règle. Parlant d'investissement, tout à l'heure, là, avec ton courtier là, qui te donne des rendements de 12 ou je sais plus combien de pourcents, il y a des gens qui disent « Hey, c'est qui ça? » Parce que moi, j'ai pas ces rendements-là. Heureusement, ça me rassure. Je suis pas toute seule. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Pour mes placements, je suis effectivement à du 12%. Envoyez-moi le nom de votre courtier, puis je vais appeler le mien. Là, sérieusement, j'ai vu récemment là, un bilan. Qui dit que c'est modérément... J'ai vu quelqu'un qui n'investit pas de façon là, complètement à risque, là, puis il y avait un rendement qui s'approchait du 14%. Fait que là, c'est sûr que dans ce cas-là, il y a vraiment un questionnement à avoir parce que tu achètes des immeubles à revenus aussi. Mettons, quelqu'un dans l'immobilier, là, tu peux calculer, là, tu gères pas tout ce qui peut venir aussi avec ça. Fait que ça peut devenir... Mais on s'entend, comme vous disiez tantôt, faut faire attention encore là, ça restera pas toujours comme ça. Non, on entend parler de récession. On termine avec le commentaire de Paul qui dit qu'elle est à la retraite depuis 2 ans. Elle a eu des grandes maisons, comme Rachel, ton exemple. Elle a eu un condo et depuis 2 ans, elle dit « Je suis en location dans un grand condo locatif. » C'est ça sa situation. Elle dit, je viens juste de m'acheter une petite maison de ville avec un petit terrain presque neuf, donc pas de réno à faire, que du cosmétique. Elle dit, et c'est notre conclusion, il n'y a rien de mieux que d'être chez soi. Je l'ai choisi.
C'est ça. Ben, je trouve ça intéressant. Oui. Alors, c'est un débat, mais il faut y penser. Merci beaucoup, Yannick Parent. C'est toujours un plaisir. Merci, Isabelle, de prendre le temps de parler d'immobilier régulièrement. Écoute, c'est toujours un plaisir. C'est ma passion. Vraiment. Ouais. Et voilà. Alors, merci. Puis, Olivier, on a appris tellement d'affaires aujourd'hui. Ben oui, hein? Oui, exactement. Beaucoup. Sur toi, en particulier. Oui. On va poursuivre ça demain, cette quelqu'un pour toi, Isabelle. Je parle à Marianne. Je parle à Marianne. Tellement. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va faire un petit bilan de tout ce qui se passe en ce moment avec Jacques Letourneau, notre collaborateur, ex-président de la CSN. Il est là tout de suite après. Isabelle Maréchal, avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Alors, comme c'est notre dernière semaine de la saison régulière, puis qu'on sait pas si on va revenir, parce que moi, je suis comme du Trisac, finalement. Toi aussi, t'es slacké? Moi, je suis slacké aussi. On est tous slackés. Pour vrai? Ben, ouais. Et puis, je sais pas, il faudrait qu'on se prenne un syndicaliste. C'est pour ça que tu m'as donné ta photo? Ouais, je dis peut-être tu peux la garder, peut-être qu'on se verra plus. J'ai pris celle de C'était Dobège. dans le journal aujourd'hui. Ben oui, je la garde, je la garde. J'ai pris celle de Dobège dans le Merci, journal. Jacques Letourneau, d'être là. Toi, tu collectionnes les photos des joueurs de hockey dans Comme dans quand j'étais petit gars, ma blonde a trouvé ça ridicule. J'ai dit, je vais l'épingler même, la photo du journal Dobège. Elle était super belle samedi. C'était magnifique, samedi. Moi, Quelle j'ai gardé série? celle de Lane Hudson. Mais quelle série? Tu qu'on parle du Canadien? Oui, commençons par ça. Vas-y donc. Je connais ça, moi, Parce que je voulais faire un bilan avec toi, puis je dis, garde, bilan, puis c'est Jacques qui nous propose les sujets. Vas-y avec le CH. Le CH, que ça nous a fait du bien. Oui, ça nous a fait du bien. C'est là qu'on voit la culture, le sport dans une société, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Tu sais, qu'on n'aime pas, qu'on s'y intéresse pas, on check ça de loin, tout ça. Bon, il y a toujours des rabat-joie, là. J'ai un chum qui dit, moi, c'est les Nordiques. Mais les Nordiques sont plus là. Exact. Puis ils reviendront pas. Exactement. Ils sont morts. Moi, j'étais nordique, j'étais de Thetford. Thetford-Bose, on était pas mal. Bon, c'est mon seul côté Thetford-Bose. Malgré tout le respect que j'ai pour le monde de Thetford puis la Beauce. Non, mais c'est très conservateur. Ouais, exact. Mon ami Éric Duhem, que je vais recevoir bientôt à ma radio, là, encore une fois, où on va jaser politique. Mais tout ça pour dire qu'à Thetford, le monde était nordique. Mais moi, je me suis rallié depuis longtemps aux Canadiens. Bon. Et je trouvais que ça nous a fait du bien. Puis là, sérieux, j'ai fait un petit post Facebook. J'ai dit, merci aux Canadiens, ça a été bon. Ils sont jeunes, ils patinent vite, c'était plaisant. Les gérants d'estrade, ça m'intéresse pas. Ils ont juste pas scoré beaucoup, mais ça, c'est accessoire. Ils auraient dû faire... Ben, ils sont jeunes. Ils ont 19, 20, 22, 23 ans. Fait qu'on a peut-être 4, 5, 6, 7 bonnes années devant nous, là, dont 2, 3 Coupes Stanley. Peut-être le retour d'une dynastie. Ça va t'accompagner jusqu'au CHSLD. RPA, je vais essayer. Tu sais que CHSLD, en passant, qu'il faut que tu sois dépendant au moins de 4 heures de soins par jour. Pour rentrer dans un CHSLD? Oui. Vieillissement de la population, ça, on a souvent oublié ça. Là. Moi, quand j'ai commencé dans le mouvement syndical, si tu avais besoin d'1 heure de soins par jour, tu avais une place en CHSLD. Ils ont rétréci la porte d'entrée à cause du vieillissement. Ouais. Ça veut dire que si tu as besoin de 2 heures, reste chez vous, pas de service de maintien à domicile, puis sinon, on paye un RPA à combien? Je sais pas. 2 000, 3 000? Ah. C'est une fortune, là, les RPA. Là. Ouais. Fait que premier bilan canadien, 5 étoiles. Voilà. Est-ce que tu dirais la même chose pour nos gouvernements? Parce que je pense qu'il est rentré, t'as vu, Olivier, il est rentré crinqué tout à l'heure. Crinqué, tu dis? Oui, crinqué solide. Oui. Puis là, t'avais les bras en l'air, puis tu t'agitais contre Carney, puis plus que ça aussi même. Ouais. Et l'annonce qui va avoir lieu dans quoi? 1h30? Ouais. Ben, avec Mme Fréchette. Exact. Où là, on sort les milliards pour du transport collectif. Ouais. Le monde de Québec va être content. Oui. Puis, en fait, il y a 2 trucs là-dedans qui me craignent. Peut-être le monde de Montréal aussi. Il y a 2 affaires qui me craignent. D'abord, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'ils vont annoncer. C'est dû. C'est dû. On est la dernière province à signer des ententes. Là, tu te dis, comment ça se fait qu'on n'avait pas encore réglé? Les routes tombent en lambeaux. Tout le monde veut avoir le prolongement de la ligne bleue. Tout le monde attend, peut-être pas tout le monde à Québec, mais ben du monde. Mais il y a quand même du monde qui vont le prendre. Tu sais, une fois qu'il va être là, le tramway, là, ça va fonctionner, cette histoire-là. Oui, c'est comme le REM. Tout le monde chialait. Puis finalement, les gens le prennent, sont bien contents de ne pas faire le pont Champlain tous les matins. Quand il marche. Ça dépend si tu restes pris dedans ou pas. Oui, mais de moins en moins, là, ça prend un an. Tu commets quand même, on est négatif. Moi, j'essaie d'être positif. Tu trouves que je suis négatif? Non, mais c'est parce que... Je suis pas négatif. Non, ce que je dis, c'est qu'en général, quand on traite de ces questions-là, ma mère disait, on pisse dans la soupe. Ouais. Tu sais, mais il tombe en panne. Il tombe de moins en moins en panne. À un moment donné, il tombera plus en panne. Ça, c'est tellement québécois de dire, tu sais, ça marche pas Isabelle, tant. Il est de moins en moins en panne. Ouais. Tu sais, on a un bel effort. On se contente de plus. Fait qu'on fait quoi? Ben, on fait quoi? On le ferme?
On le peut-tu avoir quelque chose qui marche 100% du temps? Mettons 90. Moi, là, je suis d'accord pour 90% du temps. Je comprends qu'il peut y avoir parfois des petits enjeux. Je suis d'accord. Mais pas une fois sur deux quasiment. Là. Bah, pas J'exagère une fois sur deux. Ben oui, c'est sûr. Bon, donc, une annonce aujourd'hui sur des sommes qui sont dues. On parle peut-être de 10 milliards, tu y crois, mais c'est pas comme si... on verra, il y en a qui disent que c'est pas tout à fait 10. Mais une chose qui est certaine, c'est que Québec s'est pas battu pendant des mois, puis là, c'est le résultat d'une négociation serrée. Ça nous est dû, les autres provinces l'ont eu. Bon, prolonger la ligne bleue, puis faire le fameux tramway qui fait tant réagir à Québec. Mais moi, ce qui m'a doublement... Ça, c'est pourquoi tu penses que... Qu'ils font ces annonces-là, là? Ouais. Bon, c'est très politique. C'est électoraliste. Ouais. Mais Mme Fréchette aussi la joue bien. Mais je te parlerai de Mme Fréchette, que je trouve quand même qu'elle se débrouille pas mal. Okay. Mais ciblons M. Carney là, et cette annonce d'aujourd'hui, moi, ce qui m'a doublement fait réagir quand je suis rentré dans ton studio, je me suis dit, puis j'ai fait un post sur Facebook, il va-t-il avoir des annonces pour Longueuil? Parce que on parle jamais de... On parle jamais de Longueuil! Mais tu sais qu'à Longueuil, c'est le quart du Québec ou l'autre moitié du quart du... Hein? On est 4... Combien qu'on est là, dans la région de Montréal? Combien vous êtes à Longueuil? Je sais pas combien il y a de résidents à Longueuil. Avec combien il y a de résidents à Longueuil, avec Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Lambert, patati, patata, on est une très, très, très grande agglomération. C'est vrai, je pense que vous êtes c'est comme Montréal, Québec, Laval, Québec? Non, Montréal, Laval, Québec. Gatineau, puis Longueuil. 3, 4, 5. Je devrais le savoir. J'ai été candidat il y a 2 élections. Ben oui, tu devrais le savoir. Mais c'est pas ça, moi, qui me pompe. Ce qui me pompe, c'est que ça arrive sud, il y a du trafic partout. Il y a des chars partout. Et comment ça se fait que le métro de Longueuil... coûtent cher. Comment ça se fait que le métro de Longueuil se termine en 1967 à Longueuil, puis qu'il n'y a pas personne qui a été foutu de développer ça d'un banlieue pour permettre à du monde de prendre l'autobus, le train, le métro. Mais là, il y a le REM que t'aimes tant, là, il se rend au 10-30. Il est à Brossard, lui. Ouais. Mais chez nous, il vient pas. Ben, il était supposé, il y avait une annonce de Mme Fournier avec la mairesse de Brassard, un beau petit train là, sur Tachereau ou un transport rapide. Fait que j'espère que dans ce qu'ils vont annoncer, j'espère qu'il y aura quelque chose et tout pour la banlieue. Un petit mini-rail le long de Tachereau. Nombre d'habitants à Longueuil? Oui, vas-y donc. On parle juste de Longueuil ici, la ville, 268 530 habitants. Par contre, ici, on évoque l'agglomération, c'est-à-dire Brossard, Saint-Lambert, Boucherville et Saint-Bruno. Exact. On parle de pas loin de 460 000 habitants. Tout à fait. Donc, 4e, 5e ville. Mais c'est beaucoup de monde. Et là, tu voudrais quoi à Longueuil? Mais ça prend du transport collectif. Tout le monde a 4 chars. Va te promener à Saint-Hubert pour le fun. Il n'y a même pas de trottoir. Le monde sont stationnés. Mais c'est le royaume des concessionnaires auto. Ben, et s'il n'y avait pas de trottoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de trottoir. Concessionnaire d'auto, je suis allé, moi, à matin, je ne nommerai pas le concessionnaire. Dans ce coin-là, où c'est tout le temps de jamais 132, 112, 122. Tu magasines une voiture? Non, j'avais l'entretien de ma voiture. Ah! Bon. Ben oui, puis ils ont essayé en plus de me faire croire que c'était pas couvert par la garantie. Il a fallu que je me choque pour leur rappeler que j'ai payé un prix de fou. Parce que tu sais ça, hein, les gens, on parle tout le temps, ça coûte cher. Là. Checkez vos affaires. Moi, j'en revenais pas. Là. Pourtant, je suis du genre à me faire rouler dans la farine. Ben, je m'essayerais pas avec toi, moi. C'est pas couvert. Tantôt, j'ai dit, hey, un instant, là, ça m'a coûté une fortune. Ah, ben oui, tiens donc, c'est couvert. Arrête donc. Oui, mais je nommerai pas qui. OK, mais... OK, fait qu'il y a des entretiens qui sont couverts par le... Ben, si tu payes des plus, là, pis t'as des goals, ben oui, fait que checkez vos affaires. Ah ben non, mais clairement. Mark Carney. Ouais. Moi, je trouve que Mark Carney, j'ai regardé le pauvre Poilievre là, qui voulait convoquer le Parlement canadien pour parler de la récession technique. Il veut un débat d'urgence sur la récession technique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Poilievre, je pense qu'il sait plus quoi dire. La raison est bien simple, c'est que Carney a à peu près appliqué l'intégralité du programme des conservateurs. Pipeline, gaz, pétrole, gaz, pipeline. Ouais. Même M. Guilbeault est allé dire à Dutrissac, je pense que c'était matin, peu importe, que c'était quasiment pire qu'au State. Ouais. Mettons que venant de la bouche de M. Guilbeault, c'est pas moi ni toi qui dis ça, là. Tu sais, il y a quelque chose là. Puis l'autre affaire, je sais que c'est fatigant, mais j'ai ressorti les chiffres. Tu sais, cette annonce là qu'on va monter les investissements dans le militaire, là, on est rendu à 2 on veut monter à 5 ça, c'est la position des conservateurs et de Trump. C'est des centaines de milliards, ça, Isabelle. Sont où les annonces? J'écoutais Véronique Laflamme, là, qui était à ton micro tantôt, qui nous dit qu'il manque de logements puis qu'il manque d'habitation abordables. Puis elle parle même pas d'abordabilité, elle parle carrément de logements sociaux. Comment ça se fait qu'on n'a pas une stratégie? J'aimerais ça que Carney puis Mme Fréchette nous annoncent aujourd'hui, on va
Il y a Maison Canada, là. Construire Maison Canada, c'en est où, ça? Mais socialiser davantage l'offre de logement. Il faut que tu sortes du marché, l'offre de logement, parce que tu es en pénurie, c'est une question d'offre et de demande. Alors, s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Ton gars qui a appelé tantôt, on y en veut pas. Il achète un duplex, il peut pas louer le logement 500$ par mois, parce que le bloc, il en coûte 1 million. Puis qu'il y a de l'entretien à faire. Puis, alors, socialiser l'offre de logement. Il y a des pays en Europe, là, où les villes offrent à hauteur de 25% du logement, qui est carrément du logement social. Mais ils ont les terrains. Ici, le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire du terrain. Ben, quand on parlait de Longueuil, tantôt, va donc faire le tour. Jean-François Nadeau, du Devoir, l'autre fois, rappelait à juste titre, il y a des bâtiments à Montréal qui sont vides. Ouais. L'Hôtel-Dieu de Montréal, là, tu sais, quand on parle d'itinérance, ça appartient au gouvernement du Québec, cette affaire-là. Il y a des chambres, des toilettes et des infrastructures. Ben, la décision, elle doit être prise. Ça fait des mois, apparemment. C'est ce qu'on apprenait cette semaine. Ça va être des condos? Non? Ben non, on ne sait pas du tout. Sait pas. Ils n'ont pas décidé. Je pense que tu parles de l'Hôtel-Dieu de Québec ou tu parles de l'Hôtel-Dieu de Montréal? OK, parce qu'il y a le même enjeu à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ben oui, ça appartient au gouvernement du Québec. Puis l'Hôtel-Dieu de Montréal, moi, j'allais voir mon physiatre, là, puis là, il déménage. Physiatrie s'en va au CHUM, donc je pense qu'ils vont se poser la même question. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Hôtel-Dieu de Montréal? Fait que, oui, c'est ça. Voilà. Donc, pendant ce temps-là... Il faudrait le rénover solidement, là. Oui, mais, regarde, là, on n'arrête pas de dire qu'à Montréal, c'est épouvantable, la crise de l'itinérance. Et c'est vrai que c'est épouvantable. Partout au Québec, je vais te parler encore de Longueuil. Moi, j'habite à 2 pas du métro. Ouais. C'est assez hallucinant. À Longueuil? La façon dont ça se détériore. La misère humaine, la misère sociale, là, tu sais, il y a quelque chose là. Puis quand tu dis aujourd'hui qu'il y a une partie de cette itinérance-là qui est liée à la crise du logement, là, on n'est plus dans les opioïdes, puis dans la drogue, puis dans le fentanyl, puis oui, il y a de ça. Mais il y a aussi cette crise structurelle. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un premier ministre aujourd'hui qui nous dit Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, nous allons nous y attaquer sérieusement. Ben, ils l'ont dit, ils ont lancé Maison Canada. Toi, je suis sur le site, ça dit mettre en place des solutions de logement abordables à long terme. La crise du logement au Canada est trop grave pour être résolue à l'aide d'une approche traditionnelle, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Alors, Maison Canada est une nouvelle agence fédérale qui bâtira des logements abordables à grande échelle. On va tirer parti des terrains publics, offrir des mesures incitatives financières souples. Et je pense qu'ils ont dit à ChatGPT, moi un projet là, qui pourrait satisfaire les gens minimalement. Puis le chat a écrit ça. Tellement c'est désincarné. C'est totalement. Non, ça veut absolument rien dire. On s'en va à la pause. Jacques Letourneau est en forme. Il reste avec nous. Il revient tout de suite après. On pourrait parler de Mme Fréchette et puis d'autres choses. Si vous voulez, bien sûr, ajouter votre commentaire, il y a des gens qui disent l'idée du tramway, ça me tue. Ça tue, Antoine. Ouais, pas adapté pour notre climat et ce n'est pas assez rigide. Donc, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Mais c'est Antoine de Montréal. Nous autres, à Montréal, c'est sûr que sur le tramway de Québec, on est toujours un peu... Moi, j'avoue, tramway, pour moi, ça fait vieux. Moi, ça fait avant la guerre. Là. Ben, exact. Mais qu'est-ce que tu veux? Nous allons réserver notre petite gêne là-dessus, puis on encourage les gens de Québec qui sont pour le tramway. Ils devraient être contents tantôt. On revient tout de suite après notre numéro, peut-être? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Vous aurez dû être là pendant la pause, mais je vais vous tenir au courant, on peut le dire. Jacques Letourneau me racontait comment il était devenu syndicaliste, puis je trouve ça super intéressant. Oui. Ben, je suis en train de dire que dans la famille, chez nous, c'était zéro syndical. Fait que mon grand-père était Duplessis. Oui, quand même. La grève de 49 à Thetford, les Duplessis, c'était pas du bord des grévistes. Puis ma mère était PME. Mon père était concierge. Entrepreneur. Oui, ben des petites entreprises, salon de coiffure, tout ça. Ouais. Fait que chez nous, non, mes oncles même qui étaient dans les mines étaient des cadres dans les mines. C'était même pas des ouvriers membres du syndicat. Ah. Non, moi, c'est venu... Qu'est-ce qui t'a amené, donc? L'esprit de contradiction avec ma mère, c'est sûr. Je suis convaincu qu'au départ, parce que c'est là que j'ai appris à débattre avec ma mère. Fait qu'on s'ostinait, des fois, je tombais à court d'arguments quand t'as 17-18 ans. Là. Tu y annonces que tu vas nationaliser son salon de coiffure. Elle dit, il est rendu fou depuis qu'il va au cégep. T'es allé au cégep de Thetford? Mais tu me disais, c'est un voyage au Nicaragua qui a complètement changé ta vie. Écoute bien ça. Là, les voyages qui changent la vie. J'allais à peu près nulle part. Puis là, je reviens du cégep. Puis j'avais un cours. J'ai 17-18. Là. Je viens d'avoir 18, puis j'ai traîné un peu. Là. Bon. Tu m'étonnes. Fait que, oui, j'ai traîné longtemps. Mais, fait que là, finalement, comme un gars. Fait que là, j'arrive au cégep, puis le prof d'espagnol, il dit, on s'en va au Nicaragua. Moi, je suis incapable de mettre ça sur une carte. Là. Puis ça coûte pas cher, puis on s'en va
va construire une école, puis c'est un projet de coopération puis de solidarité. Moi, je sais pas qu'il y a eu la révolution, je sais pas c'est quoi les sandinistes, je sais pas qui est Ronald Reagan, je sais pas c'est quoi la crise de l'impérialisme. Toutes ces babelles-là, je vais tout découvrir ça après. Fait, ma mère a dit, enfin un projet, ça va le réveiller. Ouais. Vas-y au Nicaragua. Et là, quand je suis parti au Nicaragua, faut que tu saches, c'est la guerre froide, là. Ouais. Fait que c'était très, très anti-américain, anti-impérialiste, pro-cubain. Tu vois le genre, là. Fait que moi, je me politise dans cet environnement-là. T'es dans les années 80. Oui, 1981, puis j'étais avec des curés. Fait que ma mère, quand je suis revenu, elle était désolée. Elle disait, je l'ai envoyé d'un pays du Sud avec des curés, il est revenu socialiste! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ben, tu essaies de comprendre pourquoi on est si riche au nord, si pauvre au sud. Puis là, tu découvres la politique impérialiste des États-Unis, puis la guerre froide, puis les luttes de libération nationale, puis les textes colonialistes. Puis comme j'étais plus intello que manuel, ben là, je rentrais au cégep, je faisais des cours de sciences politiques, d'histoire. Fait que là, par la force des choses, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là. Puis là, président de l'Asso étudiante. Puis qui dit Asso étudiante, dit syndicat. Et de fil en aiguille, Sherbrooke, puis je suis rentré à la CSN par l'entremise d'un job d'été. Par hasard, ça arrive sud. J'ai été embauché à l'hôpital Charlemagne comme préposé aux bénéficiaires. Ouais. J'étais allé dans l'assemblée, j'ai pris la parole au micro, puis le conseiller est venu me voir, m'a dit, t'as l'air pas pire, toi. T'as l'air d'avoir une grand gueule. T'as l'air d'avoir... Oui, mais il faut pas juste t'aies une grand gueule. Non, faut que t'aies un petit peu d'argumentaire. Faut que tu dises quand même quelques affaires, oui, pas pire, parce que sinon, là... Quand tu as été dans la CSN, officiellement, là, quand tu as pris les premiers pas vers là? Ben, j'étais président de mon syndicat vers 89, à peu près, puis 93, élu au Conseil central de Montréal. Wow! 11 ans au Conseil central, secrétaire général, fait que j'ai connu Chartrand, même si Chartrand Michel était plus là, mais son aura, tu sais, planait au-dessus de nos têtes. Là, Michel Chartrand, là, c'est un personnage. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une icône du syndicalisme. Mais il y a des affaires qui peuvent pas se raconter non plus. Tu sais, il y a des affaires qui se racontent. Ben, c'est un homme d'une autre génération, on va dire ça de même, OK? Fait mais tu veux dire qu'il était... Ben, il était ce qu'il était. Tu sais, c'est un personnage qui avait un ego quand même. Ben, c'est sûr, dans ces jobs-là, faut t'en avoir un peu. Ouais. Mais lui, il en avait tout un. Mais moi, je l'aimais bien, Michel. Puis, tout ça pour dire que Chartrand, fait qu'un peu l'environnement, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis présenté à l'exécutif de la CSN à 37 ans. Parce que Gérald Larose quittait, il y avait du mouvement, je me suis fait battre. As-tu été le plus jeune? Non, pas du tout, non. Non, parce que les boomers ont été les plus jeunes. Moi, je suis plus un X, fait que je suis arrivé quand même à quel âge? À 49 ans à présidence. C'était pas si jeune que ça, là. Puis Claudette Carbonneau, présidente, m'a fait faire les affaires internationales. Puis à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, mon Jacques, c'est à ton tour. Puis j'étais allé à l'ouverture du congrès de la CSN la semaine passée. Puis j'étais assez content d'être assis dans la salle. Parce que? Ben, la présidente a fait bien ça. Ouais. Ben non, ben tu comprends. Caroline. Quand t'es président de la CSN, puis t'interviens comme ça, là, et tu peux pas, là. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, là. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te check, là. Ah ouais, il y a des membres. Moi, je me suis déjà fait dire, tu vas aimer ça. Je me suis déjà fait dire que je souriais au Conseil du patronat du Québec à RDI d'un débat avec Gérald Filion. Mais là, j'ai dit, sacrament, je suis toujours bien pas pour fesser dessus. Pauvre Yves Thomas Dorval. Je te dis pas que c'est la majorité, je te dis juste que c'est des fois, tu sais... Je pensais que tu allais me dire qu'après tout ce que tu as connu du syndicalisme québécois au Congrès récemment, tu avais conclu que peut-être des fois le syndicat... Fais-moi pas dire des affaires que j'ai pas dit. Mets des bâtons dans les roues, des choses. Parce que tu voulais me parler de création de richesse et tout. Ben, je vais te dire que... Tu voulais me parler de fraîchette. On va finir là-dessus. Vas-y donc. Ce que j'ai trouvé extraordinaire... Il y a des grandes luttes syndicales en ce moment. Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans la présentation à l'ouverture du Congrès, c'est toutes les grèves. Puis là, tu vas aimer ça, toi, parce que on en a souvent parlé. Il y a eu effectivement une augmentation des conflits. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les gens, leur pouvoir d'achat diminue. Alors, le travailleur, la travailleuse dans l'Assemblée qui se fait offrir 1,5 % d'augmentation alors que l'inflation est à 2,5 et à 3, est-ce que vous... a dit, je vais voter à la grève. Puis c'est quoi le résultat de la présentation qui a été faite? 98 % des grèves ont été concluantes. C'est-à-dire que les patrons ont payé parce qu'ils veulent garder leur main-d'œuvre. Ça fait que, tu sais, des fois, on parle du panier d'épicerie puis du pouvoir d'achat, mais moi, je te dis souvent, Isabelle, il y a deux façons de répartir de la richesse. Ou bien tu augmentes les conditions de salaire du monde, ou ben d'autres, tu mets en place des programmes publics puis des crédits d'impôt pour aider les plus pauvres. Il n'y a pas 1000 façons, là. Puis on est tout le temps là à dire, faut créer de la richesse, OK, mais pour en faire quoi? Pour que les plus riches soient riches. On la redonne à qui? Voilà. Comment qu'on répartit ça? Ben, dans l'entreprise, tu vas ta force de travail. Puis à la CSN, il y a beaucoup de travailleurs du secteur public. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un des enjeux,
c'est que c'est bien pour ces travailleurs du secteur public, puis je nie pas qu'il y avait du rattrapage à faire, en particulier pour le domaine des infirmières, des infirmiers, mais à un moment donné, c'est aussi l'autre bout des travailleurs non syndiqués, puis tu vas me dire, ils ont juste à le faire, va pas là, non, je dirais pas ça. Mais c'est quand même eux qui payent, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est parce que j'espère que vous savez, des syndicalistes, qu'il n'y a pas de machine à cash. Non, le cash, il n'y a pas de machine. Il y a du monde qui pense qu'il y a des machines, on fabrique du cash, il n'y en a pas. Oui, mais Isabelle, tu sais, quand on fait le débat sur la fiscalité, moi, je suis toujours de ceux qui disent, c'est pas nécessairement la classe moyenne de toujours payer. Peut-être qu'il y a du monde qui... Tu sais, l'autre fois, on a parlé de QS, puis moi, je suis pas QS, c'est pas ça l'idée. Mais tu sais, la taxe sur le patrimoine là, de 25 millions, puis le monde vient de brailler, puis dire, ils vont s'en aller si on les taxe de 1%. Ben, je m'excuse, mais à un moment donné, là... mais ça pourrait être une bonne suggestion. Il y a du monde, là, qui, effectivement, ont les moyens peut-être de payer. Mais Mme Fréchette qui donne 37 cents, là, enfin, on a été un peu méchants. Certains ont été un peu méchants en disant que c'est à peu près rien là, qu'elle donne aux Québécois avec ses mesures d'allègement. Parce que dans le fond, après, par la bande, il y a cette autre histoire. C'est des mesurettes, ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des mesurettes, ça. Malheureusement. Peut-être pas bien ciblé. Il n'y a rien de structurant là-dedans. Puis on fait quoi, Jacques, on dirait qu'on l'a oublié, le Carney les a baissé les impôts. Le GO les a baissés, tu t'en souviens, il n'y a pas longtemps, là, 1,7 milliard de moins dans les coffres de l'État, puis après ça, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Ben oui, mais puis j'aimerais ça que quelqu'un nous appelle pour nous dire combien d'argent sonnant dans ses poches ça lui a donné la baisse d'impôts de Legault. J'aimerais ça, moi, que quelqu'un me dise « Ah oui, ça m'a donné 135 $ de plus. » Je serais curieux de voir. Mais on pourrait lui demander comment ça te coûte pour payer, pour aller voir un psychologue, puis un docteur, parce que t'as pas de médecin, puis t'es obligé de t'inscrire une GMF privée. Et là, on est en train de nous rentrer dans la gorge, puis dans la tête aussi, par toutes sortes de moyens. Le fait que désormais, on s'en sort pas sans le privé en santé, par exemple. C'est malheureux. Le privé partout, même pour les projets, les PPP, les gna-gna. Je parlais à Eric. Le privé, il y a un coût, là. Je débattais de ça avec Duhem l'autre fois, puis Duhem, il dit ça prend plus de privé. Mais là, explique-moi donc, déjà, 30% des dépenses au Québec sont faites dans le privé. Comment ça se fait que ça va pas mieux? La réponse, c'est que le privé prend les beaux cas. Exact. Puis l'infirmière qui est plus capable de travailler de nuit puis les fins de semaine, puis qui a des enfants, ben, s'en va dans le privé. Mais le privé prend pas les coûts les cas qui coûtent le plus cher. Voilà. Ben, Jacques Letourneau, ce fut fabuleux de t'avoir cette saison. Bon été. Oui. Peut-être à l'automne? Ben écoute, nous verrons. On verra. As-tu besoin d'un représentant? Ben écoute, je te le dis. Si tu ben oui, il faut que tu t'offres, mais tu sais, on n'a pas une scène, il faut que ça soit du pro bono. Ah, OK. Ouais, mais moi, mon petit doigt me dit que... On ne sait pas. Ton petit doigt, il peut être complètement dans l'erreur. Ah, OK. Hey, mon merci petit doigt, beaucoup. c'est pas grand-chose. Merci, non, Jacques Letourneau, ex-président de la CSN. On va se revoir, c'est sûr. Bien sûr. Au moins à Longueuil. À la place Longueuil. Certain. Moi, j'y vais, là. Ben, j'habite à côté d'eux pas. Moi, je vais souvent au Winners. On ira manger, on ira prendre un café, là. Au Saint-Hubert. Ben oui, il y a du stationnement. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben là, oui, place Longueuil, il y a du stationnement. Ben oui. Non, mais on peut aller prendre un café sur Saint-Charles, là. C'est super sympathique. Ah, c'est chic, ça. Ben oui, tout à fait. Merci, Jacques. Est-ce que, regarde, toi qui as une mère qui était en affaires, est-ce que tu te serais lancé en affaires? Ma mère, elle disait, s'il était plus délicat, il aurait hérité de mes salons de coiffure. Elle trouvait que j'avais le placotage pour le salon de coiffure, mais que j'avais pas la délicatesse. C'est avant le Nicaragua, ça, qu'elle pensait ça. Oh, elle l'a peut-être dit longtemps. On va parler avec, vous savez qu'il y a plus de 16 000 entreprises québécoises qui vont être appelées à changer de main dans les prochaines années. Je vous parle de temps en temps du repreneuriat. On va justement discuter avec un entrepreneur montréalais derrière l'entreprise Sunbird Energy. Simon Lafleur est avec nous, puis je vais vous poser la question, est-ce que vous seriez prêt là, à vous lancer aujourd'hui? On vient de parler de création de richesse là, avec M. CSN. Ça fait pas... Tu sais, les PME, ça crée de la richesse. Est-ce que ça vous tente? Je vous pose la question tout de suite après. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. On parle souvent d'entrepreneuriat, mais il y a aussi le repreneuriat. Alors, ça le dit comme dans reprendre une entreprise déjà existante. Et là, je vous disais avant la pause, il y a à peu près 16 000 entreprises au moins là, qui vont devoir changer de main, qui pourraient changer de main au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce que les gens qui les ont partis arrivent au bout de leur vie active, ils veulent passer le flambeau. Des fois, il n'y a pas toujours de relève. Des fois, c'est le contexte financier qui fait que la relève soit n'est pas intéressée, soit n'a pas les moyens financiers aussi. Tu sais, c'est la retraite
souvent pour ces gens d'affaires-là. Fait que là, tu dis, intéressant le repreneuriat. Pour ces PME qui cherchent un successeur, et puis on est en plein là-dedans, là, au Québec. Parce qu'en plus, se lancer en affaires aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si ça vous tente. Je ne sais pas si vous avez cette fibre entrepreneuriale. De temps en temps, selon l'article qu'on lit, on se fait dire, au Québec, on est en retard, on n'a pas assez la fibre entrepreneuriale. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de gens là, qui sont prêts à se partir une business, une affaire. Mais c'est vrai qu'il faut que tu sois outillé, parce que c'est pas évident. On va parler de tout ça. Nos numéros, peut-être, pour vous poser la question. Ben oui. Est-ce que vous seriez prêt à vous lancer en affaires aujourd'hui, ou du moins peut-être reprendre une entreprise qui est sur la fin, peut-être, ou dans un autre processus de son histoire? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Simon Lafleur a fondé Sunbird Energy. Merci d'être là, Simon. Merci à toi, Isabelle. J'ai vu un post que vous aviez fait. En fait, vous participiez à un balado, puis il y a une couple de semaines de ça, et ça m'a vraiment interpellée quand vous avez dit se partir en affaires, c'est quasiment impossible. Effectivement. T'es aussi bien de reprendre quelque chose qui existe. Et je trouvais que c'était tout à fait dans la mouvance, parce que je lis beaucoup là-dessus sur le repreneuriat, puis je sais que c'est un véritable enjeu au Québec. Alors, c'est vraiment ce que vous pensez. Vous dites avoir su, parce que vous avez créé Sunbird Energy. C'est quoi d'abord Sunbird Energy? On offre une solution de gestion intelligente de l'énergie à travers le solaire et le stockage. On permet aux entreprises de produire une portion de ce qu'ils consomment, puis d'emmagasiner une portion d'énergie qu'ils ont besoin pour les événements de pointe. C'est quoi votre formation, votre background? Ingénieur civil. Oh, OK. Oui, c'est avoir su... Il y a beaucoup d'avoir su aujourd'hui. Avoir su ingénieur électrique, mais on le sait pas. Puis c'est un peu ce qui nous amène dans se lancer en entreprise. Je dirais que c'est de pas savoir. Et avoir su, auriez-vous pas fait Sunbird Energy? Non, au contraire. On s'est tellement bien positionné, puis j'étais bien entouré. Puis aujourd'hui, on est l'entreprise aujourd'hui que j'aurais aimé acheter il y a 5 ans, mais qui n'existait pas. Ouais. Donc, j'ai comme pas eu le choix d'aller vers le démarrage d'entreprise. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Puis ce qui est difficile, c'est les chemins traditionnels. Les banques vont nous dire 3 ans d'état financier, mais on n'existe pas encore. Ouais. Donc là, l'accès aux capitaux est un petit peu plus difficile. Puis ensuite, c'est... Un EBITDA, des fois, qui n'a juste pas d'allure. Qui n'existe pas. Un retour sur... Effectivement. Puis, retour sur investissement important. Puis on se retrouve à devoir, le bon terme serait le bootstrapper, là, ou vraiment le faire nous-mêmes, c'est-à-dire prendre ses propres capitaux puis les mettre à haut risque dans l'aventure. Avez-vous mis votre maison là-dedans? Non. Non, on a démarré ça avec des capitaux assez légers, assez minces, mais je vous dirais qu'il y a eu un moment, il y a eu plusieurs mois, voire années sans salaire nécessairement. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi, 5 ans, vous dites? Oui, là, on est dans notre 5e année. Et vous payez depuis quand? Depuis janvier cette année. Simon, mais c'est tellement ça. C'est bien que vous le disiez, parce que les gens se rendent pas compte. Mais en même temps, je veux pas non plus que ma réalité soit la réalité de tous. C'est la réalité de beaucoup de gens en start-up. Mais je pense que quand on a une idée qui est pas déjà sur le marché, nous, on arrivait avec le solaire et le stockage, la gestion de l'énergie dans une province où on valorise pas du tout l'énergie. En 2022, au démarrage, on valorisait pas l'énergie, puis moi, je me lançais dans valoriser de l'énergie. Donc, j'avais déjà le vent d'en face. On valorise l'hydroélectricité, non? Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie, on la valorise comme étant un bien commun, mais on la valorise pas en dollars. Ouais. Donc, moi, on la monétise pas. Fait que moi, de créer un système qui permettait aux entreprises d'économiser de l'énergie, c'était économiser une ressource qui valait rien à ce moment-là. C'est fou pareil. Puis en 5 ans, ben là, ça a changé. Ça a changé, exactement. Ouais. L'image que même je donne, si le solaire, c'est pas encore... On n'est pas rendu. Non. On n'est pas rendu, puis nous, on n'est pas dans le solaire, on est vraiment dans la gestion intelligente de l'énergie, puis on utilise le solaire comme un outil d'autoproduction, d'autoconsommation pour nos clients, comme on utilise les batteries comme un outil de stockage. Mais effectivement, on n'est pas rendu at large au solaire. Là. Votre argent, vous le faites comment? On le fait, on est une entreprise essentiellement de service, donc on le fait en vendant nos systèmes, puis on le fait de manière récurrente en permettant à nos clients d'accéder à notre solution logicielle, puis à travers l'entretien des systèmes qu'on déploie. OK. Puis vous faites donc, les gens se trouvent à fabriquer de l'énergie pour leur lumière, par exemple? Donnez-moi des exemples concrets. Je prends une concrets. entreprise manufacturière en Outaouais qui va produire en dedans d'une année, là, à terme, plus de 100% de ce qu'elle a de besoin. Donc, 100% de ses besoins en énergie. En énergie. Elle va être net zéro. Oh. Pour elle, sa facture est réduite, mais elle atteint également des objectifs de niveau 2 dans ses émissions de GES pour se qualifier dans des
dans des appels d'offres fédéraux, des appels d'offres provinciaux. Donc, il y a un avantage concurrentiel aussi. C'est pour ça que quand on parle du solaire comme étant, est-ce qu'un panneau solaire au Québec, c'est rentable aujourd'hui? Dans le commercial puis dans l'industriel, la réponse est oui. Ouais. Mais c'est pas juste l'élément de rentabilité qui motive les clients à aller de l'avant dans ce type de système-là. Oui, intéressant. Donc là, vous fondez ça il y a 5 ans. Ouais. Puis là, vous disiez... Tout seul, dans mon appartement, pas de bureau. C'est mon bureau, il est à côté de mon lit. Ouais. Fait que c'est lit-bureau, lit-bureau. Ouais, ça, c'est ça. Frigo un peu des fois pour s'hydrater. Oui. Est-ce que, Simon, vous dites aujourd'hui, effectivement, avoir su, évidemment, l'entreprise n'existait pas, mais vous auriez pu, aujourd'hui, vous pourriez d'ailleurs, vous avez Sunbird, vous pourriez vous en servir de levier, peut-être, je sais pas, est-ce que vous faites de l'argent, vous commencez à faire de l'argent un peu? Oui, on est profitable depuis 2 ans, puis vous pourriez décider aussi de reprendre une entreprise qui est dans les solutions d'énergie, si ça existe. Ben, c'est pas dit qu'on le fera pas ou qu'on n'est pas en train de le faire, mais effectivement, la prochaine étape de Sunbird ne passera pas par le démarrage d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau disons, véhicule entrepreneurial. Ça va passer plus par le levier à travers un véhicule existant. Ouais. Le conseil, encore là, moi qui donne des conseils, mais ce que je dirais, c'est plus... Faites comme... Moi, j'ai appelé 2 entreprises qui étaient dans le solaire il y a 5 ans. Ouais. Ils n'étaient pas à vendre puis ils n'engageaient pas. Je me suis dit, eux, ça allait être le véhicule le plus facile à pivoter vers ce que je veux faire. Ouais. Malheureusement, pas de vente, pas d'embauche. J'ai dû le démarrer. Si aujourd'hui, tu as une idée de commercialisation, un produit, un service, regarde dans l'entourage les entreprises qui fait déjà ça. Okay. Puis on a peut-être là, à votre point initial, du reprenariat instantané, c'est qu'il y a une entreprise qui fait presque déjà ça. Je la contacte, son ou sa fondatrice, présidente est déjà en mode vente reprenariat. Puis là, ben, au lieu de passer à travers le 2 ou 3 ans de vent d'en face puis de branche d'en face, ben, on s'en sauve. Il en reste de la branche, là, puis il en reste du vent. Mais avez-vous vu la pub de la BDC parlant de vent? J'ai vu la pub de la BDC. Élise Guilbeault, c'est une méchante draft, là. C'est une bonne draft. Écoute, c'est tout juste ça. Tu sais, c'est comme aveu, la Banque de développement du Canada qui dit les entreprises, on les encourage, on les encadre, on les finance et tout, mais elle a le vent d'en face solide, là. Le vent d'en face, effectivement. C'est une belle représentation. Mais en même temps, c'est une belle représentation. C'est inconfortable et pour l'avoir vécu plus qu'une fois, c'est vraiment... il faut être fait fort quand même. Effectivement. Comment vous trouvez, vous comme entrepreneur, justement, Simon, est-ce que vous regardez là, au Québec comment ça se passe, puis qu'est-ce que vous en pensez, votre constat? Là? Ben, je pense qu'on a une des meilleures provinces pour faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, du démarrage d'entreprise, on va éventuellement avoir la meilleure province. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, des incubateurs d'entreprises qui prennent vraiment beaucoup de momentum. Je pense à celui que moi j'ai participé, qui est 2 degrés, basé à Québec. Un incubateur en entreprise en énergie renouvelable dans notre cas à nous, mais éventuellement plus large en environnement puis en eau. Donc, on a une très bonne province pour faire de l'entrepreneuriat. Le reprenariat va être une opportunité en or pour ceux qui ont bâti le Québec Inc. aujourd'hui et ceux qui vont vouloir prendre la relève de ce Québec Inc. Puis les banques, je pense, entre autres Desjardins, entreprises, travaillent fort là, pour essayer de faire en sorte que ce savoir-faire-là, ce know-how, soit pas, finalement, qu'il ne disparaisse pas. Là. Exact. À travers des programmes, puis de l'accompagnement, puis du soutien financier. Parce que des fois, les banques sont pas très aidantes. Des fois aussi, les fonds de capital sont très intéressés par le rendement à très court terme, alors que dans le cas d'une start-up, c'est comme, ben non, c'est tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Je pense que les banques sont pris dans un modèle qui évolue moins rapidement que la réalité des entreprises. Puis, eux, le risque, c'est un peu une allergie. Ouais. Puis, démarrer une entreprise, c'est que ça. Ouais. Donc, ils sont et surtout aidants, tout seuls comme vous, là. Puis en plus, tout seul. Vous, ils ont dû vous voir arriver tout seuls, Simon. Ils ont dit où sont les autres. Je pense que je suis dans les statistiques d'échecs. Peut-être plus. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont dire, avez-vous d'autres gens avec vous? Ils n'aiment pas ce qu'ils appellent des one-man shows. Là. Non, puis sur papier, c'est un one-man show, mais j'ai la chance d'avoir un réseau. Ouais. C'est juste une conjointe forte qui me supporte, des amis, un frère avocat qui va j'ai vraiment été capable de ficeler un village complet derrière l'entreprise qui était en démarrage. Ouais. Fait que sur papier, oui, je suis tout seul, mais puis même ça va changer cette année. Là.
Ah oui, vous allez... Oui, ben... Êtes-vous en train d'annoncer que vous avez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les premiers bâtisseurs qui sont venus joindre le mouvement, vont, je vais pas dire être récompensés parce qu'ils ont travaillé pour, mais vont faire partie du capital d'entreprise. Puis ça, c'est sera bon. pas un one-man. Ben, ça, les banques aiment ça. Mais c'est motivant aussi. C'est le fun de plus être seul. Puis célébrer ses succès seuls, c'est pas plaisant. Là. Non. Célébrer ses échecs seuls, Je pense que ça marche bien parce que vous avez doublé votre équipe depuis les derniers mois, c'est oui, ça? depuis janvier, on a doublé l'équipe. Puis on s'attend à potentiellement la redoubler d'ici l'année prochaine. On est déjà... Vous êtes 8, vous étiez 3. On est 8, on était 3 en janvier, oui. Et vous voyez dans 5 ans, par exemple? Le 5 ans, il est difficile. Ouais. Mais notre étoile du Nord qu'on se met au bureau, c'est vraiment... Présentement, au Québec, il n'y a pas... au Québec, dans les marchés nord-américains, il n'y a personne qui se met entre le producteur-distributeur d'énergie, Hydro-Québec dans notre cas, et le consommateur. Nous, on veut se positionner entre le distributeur de la ressource énergétique puis le consommateur pour s'assurer qu'elle soit mieux gérée, qu'elle soit gérée intelligemment. Pourquoi je devrais utiliser le réseau quand je peux utiliser mon solaire? Faut que je me tasse du réseau en période de pointe. Je veux pas interrompre mes opérations. Je vais le faire avec le stockage. Je pourrais préchauffer de l'air pour mon air neuf au lieu de rentrer de l'air à -20, l'amener à +20. Et là, vous êtes toujours dans le commercial. Là, on est toujours dans le commercial. On n'est pas pour le résidentiel. On n'est pas pour le résidentiel. Mais la logique pourrait s'appliquer, là. Effectivement. Ouais. C'est juste que quand on parle de valeur d'énergie, l'énergie dans le résidentiel, elle est très abordable. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'elle est trop abordable, mais ça peut peut-être changer. Ça change. Ouais, c'est en train de changer. Est-ce que vous trouvez qu'on est un peu... Tu sais, des fois, moi, je suis en train de me magasiner une thermopompe. Oui. Pouvez-vous croire ça? Je pars d'un climatiseur central à une thermopompe parce que mon climatiseur est en train de me lâcher il y a 25 ans. Là, c'est tout un monde. J'ai mis le doigt dans un monde. C'est un engrenage. Là, je me suis dit, tu sais, je vais faire 2-3 soumissions. Puis là, je suis en train de je me développe des questions. Là. J'ai comme tellement de questions chaque fois que j'en vois un. Puis t'as pas tout le temps les mêmes réponses. Non, malheureusement. Là, il y en a qui disent, là, tu te dis, OK, mais là, la biénergie. Ouais, la biénergie, c'est pas toujours bon. Ah, OK. Faut calculer vos affaires. Ça dépend de vous. Mais comment ça dépend de moi? Ben, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Tu comprends? Toutes ces explications, ça amène à ma question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est un peu, finalement, tu sais, pour nous, on allume, on fait on-off, il y a de la lumière, il y a du chauffage, il y a de la clim, mais on sait pas trop, finalement, comment ça marche. Non, puis c'est une des raisons pourquoi... On est un peu ignorant, finalement. Ben oui, puis comme consommateur. Hein, et il va falloir qu'on soit plus intelligent, qu'on maîtrise plus la ressource énergie. Effectivement, puis je pense que la manière, le bâton, ça serait d'augmenter les tarifs, mais il y a des carottes. Puis les carottes, Hydro-Québec met quand même l'emphase là-dessus. Ouais. Je pense que dans les 10 dernières années, on sensibilise. De voir le coach du club parler d'efficacité énergétique entre la 1 et la 2 pendant les playoffs l'année dernière, c'est du jamais vu, là, ça, au Québec. Tu fais ça? Oui, il a fait ça. Ah oui? Oui. On avait une pub de Martin Saint-Louis qui parlait de... Mais voyons donc. T'as-tu vu ça, toi, Olivier? Ça me disait rien. Ben non, il disait quoi? Il disait en fait, c'était de l'efficacité énergétique, c'est au cœur de la consommation. C'est Martin Saint-Louis qui faisait de la pub. Là, je le paraphrase, mais Martin, faut pas qu'il m'écrive, mais moi, nous à l'interne, ça nous avait choqué de voir que là, maintenant, ça devient quasiment... On utilise un outil culturel qui est le hockey pour faire passer un message qui est urgent, de dire aux mais citoyens. C'est une bonne idée, là. C'est un bon filon. Très bonne idée. Tu as Martin Saint-Louis qui dit « Hey, baisse tes lumières ». Oui. Tu sais, brosse-toi les dents à sec. Moi, j'écoute. Sinon, c'était M. Fitzgibbon, il y a quelques années, qui faisait... Oui, lui, ça a moins marché, son discours. Non, c'est clair. C'est pas la même façon. C'est pas le même personnage. C'est sûr, l'idée est elle-même. Mais c'est intéressant, tout ça. Vas-y, Simon, avec ton concept comme ça me semble très avant-gardiste. Là. Je veux dire, ça allait être le futur, selon moi, là, dans la gestion de l'énergie. Est-ce que tu as déjà fait ton pitch au gouvernement, ou du moins tenté peut-être d'amener ça à une échelle peut-être plus publique de la chose? Ben, c'est vraiment moins avant-gardiste que ce qu'on peut penser. Ce que je veux dire, c'est la vision est quand même... Dans le sens que ce qu'on offre comme système, c'est des choses qui sont offertes dans des marchés où l'énergie est très chère, où l'énergie, elle est tarifée selon le temps, ou le moment de l'année, ou l'heure de la journée, ou l'industrie dans laquelle on l'utilise. Ce qui n'est pas tellement le cas au Québec présentement, du moins la tarification différenciée dans le temps, c'est pas un instrument qui est utilisé présentement. On se positionne pour le proposer, effectivement. Fait qu'en ce moment, on discute avec entre autres Hydro-Québec, mais d'autres distributeurs d'énergie pour qu'ils puissent comprendre que gérer l'énergie intelligemment derrière le compteur, oui, ça crée de la valeur pour l'entreprise qui a ce système-là, mais ça crée énormément de valeur pour le distributeur d'énergie. Une entreprise qui adopte la nouvelle façon de consommer de Sunbird, c'est une entreprise qui s'efface du réseau en période de pointe. Si j'enlève
un fabricant de boîtes de carton pendant une pointe. Essentiellement, je permets à Hydro d'en alimenter un autre pendant cette pointe-là. Puis là, c'est du développement économique, puis c'est de la transition énergétique. Fait que oui, ce message-là, on l'amène, mais en même temps, on n'est pas un compétiteur d'Hydro-Québec. On est en arrière du compteur. On veut soutenir les enjeux d'approvisionnement en puissance, majoritairement. Donc, c'est reçu. Mais c'est comme bonne idée, mais pour après la pause. Dans le sens où là, on a beaucoup de feux à éteindre, puis, mais l'idée de gérer l'énergie derrière le compteur, de produire de manière décentralisée, puis de permettre aux entreprises d'emmagasiner de la puissance. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est très, très bien reçu. Donc, c'est plus le Québec qui est en retard peut-être par rapport à cette Est-ce que ça se fait en Ontario, mettons, sont-ils plus avancés? Ben, en Ontario, c'est qu'ils ont une tarification très différente de la nôtre, où la puissance est affectée, où l'énergie est affectée dans le temps en fonction de son usage. Donc, pour eux, le solaire a vraiment eu un gros boom dans les années 2010. Mais je dirais, il y a le nord-est des États-Unis qui fait du stockage pour gérer l'énergie sur le réseau. Il y a des pays d'Europe qui le font, surtout dans le nord, pour... Justement, quand on a l'hiver puis qu'on se chauffe à l'électrique, mais là, on a des variations de puissance qui sont importantes. C'est là où gérer l'énergie pour le réseau, ça devient important parce que le réseau, puis là, on le voit, le réseau du Québec est à pleine capacité, 8, 10, 12, 15 jours par année. Mais ces journées-là, qu'est-ce après qu'on fait? moins 12, le fameux moins 12 qui devient la référence. En tout cas, ça a l'air que c'est moins 12. Moi, mes gars de thermopompe, ils me disent, mais là, pour la biénergie, parce que là, la biénergie, c'est s'il y a Gaz Métro puis Hydro-Québec, ce qu'on m'a expliqué, c'est à partir de moins 12, mais là, après ton kilowattheure, il va te coûter pas mal plus cher. T'économises jusque-là, mais après, donc il faut faire, c'est là, faites vos calculs, mais c'est difficile à... Je pense que le moins 12, c'est une belle règle du pouce pour tout le monde, mais je pense plus que le moins 12, c'est un symbole. Oui, c'est ça. Parce qu'il peut faire moins 12 au Québec puis qu'on n'ait pas autant besoin de puissance, alors qu'il pourrait faire 6 puis on aurait besoin de plus de puissance. Un 6, mais il me semble qu'on parle pas souvent de ça. Non, parce que ce serait d'admettre qu'on arrive à pleine capacité de notre réseau. Mais on le sait, ça. Ils nous le disent un peu, finalement. Depuis moins de 5 ans. Oui, exact. On s'est lancé dans l'eau, nous, puis il y avait des gens qui ne le savaient pas, des gens proches de nous, des anciens professeurs à moi. Mon réseau, au départ, me disait « Valorise pas de la puissance, on en a d'énergie, on ne sait plus quoi faire avec. » Alors qu'aujourd'hui, on manque pas d'énergie, mais on a de la difficulté à acheminer de la puissance une dizaine de jours par année, effectivement. Puis là, le 10, est-ce qu'elle va devenir Puis là, attendez, le data, les chats, toute la robotique, toutes les applications, tout ça, là, ça pompe de l'énergie, ça. Là. L'énergie va être au cœur, là, je dis ironiquement, de la transition énergétique, mais on veut électrifier le transport. On est dans un univers qui est toujours, à tous les jours, plus numérique que l'était le jour d'avant. Le numérique, ça roule pas au papillon, malheureusement. Non. Fait que, effectivement, on se dirige vers les courbes. On est là, déjà. On est dedans. Puis, ça s'en ira pas, à mon avis, à moi, vers malheureusement, une décroissance de la consommation énergétique. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut mieux la consommer, puis c'est pour ça qu'on a cette offre de service-là. Wow. Personne la consomme. Personne ne s'est dit qui s'occupe d'attraper l'électron puis de s'assurer qu'il soit consommé de manière intelligente. Oui, à l'échelle macro, on a des équipements éco-énergétiques, mais ces équipements-là, ils ne parlent pas entre eux. Mon thermopompe, mon rooftop unit, mon unité de climatisation sur le toit ne parle pas avec ma borne de recharge. Ma borne de recharge, elle ne parle pas avec mon extrudeuse de cadre de plastique. Là, Hydro-Québec m'appelle puis ils me disent, ils m'appellent. J'ai souscrit à un défi GDP. Je veux me tasser du réseau. Qu'est-ce que je fais? J'envoie quelqu'un aux opérations fermer des breakers dans la salle électrique, fermer des disjoncteurs. Puis on attend 3 heures, puis on les réouvre. Ou on s'équipe ce que j'appelle un peu l'efficacité énergétique des années 2000. Un minuteur comme un sapin de Noël. Du contrôle. C'est ça. On n'a pas une gestion intelligente. On a un timer qui ferme c'est ça que les gens font dans leur résidence aussi. Effectivement. On penserait que ce serait plus sophistiqué que ça dans le commercial. C'est vrai. Dans le très haut niveau, ça l'est un peu plus. Mais dans la grande majorité des PME, c'est des humains qui ferment des disjoncteurs. C'est fou. Alors que ça devrait être tout automatisé. C'est ça votre solution? C'est la solution. Alors que l'avantage, c'est qu'on peut passer de faire ça à l'humain. Ma grand-mère qui débranchait le sapin de Noël. Là, aujourd'hui, ma mère qui met un timer. Mais les entreprises, elles, ils peuvent passer de débrancher le sapin à s'assurer que le sapin brille quand il y a du monde dans la maison, ou quand c'est la nuit, ou quand on se rapproche de Noël. Exact. Fait que c'est un peu l'idée de... Sunburn, est-ce que ça a un lien aussi avec les systèmes, ça n'a rien à voir avec le système d'arrosage? Non, pas du tout. Pas du tout. L'idéation du nom, tu sais, on parle de partir une entreprise. Qui se fait à distance quand même, là, comme ça. Nous, on fait ça à distance. Oui, absolument. Puis même nous, c'est pas des humains qui font ça à distance, c'est vraiment des composantes logicielles. On parle d'apprentissage logiciel, un peu de composantes d'intelligence artificielle également.
Mais oui. Fait que donc, ingénieur civil qui aurait dû être ingénieur électrique, mais qui est pas pire, là. Vous avez l'air pas mal. Puis qui va engager des ingénieurs. On engage ingénieur électrique, ingénieur informatique, ingénieur logiciel. Vous cherchez du monde? Ingénieur électrique présentement, chargé de projet. Okay. On a vraiment un portfolio de projets cet été qui est déjà démarré. On a des grues sur des projets présentement. On lève des panneaux solaires, on installe des batteries, puis notre solution logicielle dans des entreprises que vous voyez, vous passez sur les autoroutes du Québec puis ces entreprises-là, soyez attentifs. Vous allez éventuellement voir des panneaux solaires sur des toits. Puis si vous êtes encore plus attentifs, des batteries à l'extérieur des bâtiments pour gérer la puissance de ces entreprises-là. OK. Avec le nom de Sunbird Energy dessus? Le nom va être à quelque part, mais l'important, c'est que l'entreprise soit mise de l'avant parce que c'est elle qui adopte cette nouvelle façon de consommer. Vous avez fait un bon pitch? C'est intéressant, je trouve, parce qu'on est tellement peu au courant de toutes ces nouvelles façons de gérer l'énergie qui est produite. Malheureusement. Merci beaucoup, Simon Lafleur. Merci à vous. Si on n'est pas au courant, c'est parce que personne ne nous invite. Nous voici. Voilà, c'est ça. Donc, merci à vous. Et puis, il faut le dire, là, vous avez eu le courage de vous lancer en affaires, puis ça a donné une belle entreprise, une belle start-up. Longue vie à Sunbird Energy. Puis, faites des acquisitions. Il y en a peut-être d'autres. Là. Il y a peut-être du reprenariat intéressant pour vous. Exactement. On reste à l'affût. Toujours. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. On va s'arrêter ici. On voulait vous parler aussi, n'est-ce pas, Olivier, de une question qu'on a un petit peu débattue dans l'équipe. Puis, on regardait, là, on revient au hockey. Mais sous un angle peut-être un peu plus société de la chose, éthique. Exactement. Aussi. Parce que là, il y a la finale de la Coupe Stanley qui va quand même attirer notre attention. On en parlait hier avec des invités. Il y a quand même cette controverse, puis ça dépasse le sport. C'est la controverse qui entoure le gardien Carter Hart, qui a été impliqué dans le dossier d'équipe Canada Junior 2018. Et là, il a été réintégré dans la LNH. Puis là, il est en série. Et il se retrouve même parmi les candidats pour le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Est-ce qu'il y a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas le droit? Est-ce que c'est éthique de faire ça? Voilà. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux victimes de violences conjugales, de violences sexuelles? On vous rappelle qu'il a quand même été impliqué dans ce dossier qu'on a suivi à London. C'est un sujet délicat. On aura avec nous Catherine Laroche en témoignage. On s'en parle tout de suite après. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On est en compagnie de Catherine Laroche. Elle a fondé l'entreprise Ego, comme dans égalité, égale, Ego, AUX, sans égo, comme égocentrique. Merci beaucoup, Catherine. Tu es déjà venue à notre émission. Et on voulait te parler parce que là, il y a la finale de la Coupe Stanley qui attire beaucoup d'attention. Puis avec Olivier, on se disait, c'est important peut-être de parler de l'histoire de Carter Hart, Olivier. En effet, ce soir, la finale de la Coupe Stanley commence, mais il y a un petit côté, je trouve, sombre derrière. En fait, pas je trouve. Il y a un côté sombre à la finale de la Coupe Stanley. Carter Hart, qui a maintenant 27 ans, on se rappelle le 24 juillet dernier, il était parmi les 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior à avoir été acquittés concernant les événements survenus en juin 2018. On se rappelle, c'est déjà un bon bout. Après une fête qui était organisée à London, en Ontario, pour souligner leur conquête de la médaille d'or au championnat du monde à l'époque. Carter Hart, Dylan Dubé, Carl Foote, Alex Formenton et Michael McLeod ont tous été accusés d'avoir participé à un présumé viol collectif sur une femme qui était désignée sous les initiales de E et M. On s'en rappelle très bien. Mm-hmm. Par contre, on le sait, en avril, par la suite, rappelons que le procès, en fait, est survenu après que Hockey Canada a été accusé d'avoir utilisé de l'argent public pour pouvoir mettre un voile par-dessus toutes ces histoires-là afin de passer ça un petit peu sous silence. En fait, sous silence et de loin. Et là, à cause de témoignages qui n'ont pas suivi, des oui-dire, des si, ça n'a pas fonctionné, sans pour autant que la juge qui était à l'époque, Maria Caroccia, si je ne me trompe pas, elle n'a jamais affirmé, par contre, que la victime avait menti. Elle a juste dit que c'était pas suffisant. Puis écoute, moi, j'ai lu le jugement, là. Elle l'a traîné dans la boîte, là. Il y a 2 jurys aussi qui a été éliminé. Elle l'a traîné dans la boue, là. Mm-hmm. Elle tu sais, c'est tout juste si elle lui a pas dit, regardez, là. Elle a dit qu'elle était pas crédible. Puis qu'on se ramasse pas dans une chambre. Moi, je l'ai lu, le jugement, et je l'ai gardé. Puis je l'ai tout souligné. Puis sincèrement, ça se peut pas. J'en reviens encore pas qu'aujourd'hui, une juge ait pu
écrire ça dans son jugement final. Une minimum d'empathie. Moi, quand je pense à ça, écoute, je lève encore haut de même, puis ça fait des mois. J'ai écrit là-dessus dans le journal, j'avais écrit, le titre, c'était une attaque à 5 contre 1 parce que c'était vraiment ça. 5 équipes de juristes. Puis la fille, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? On lui disait, vous n'avez pas utilisé ces mêmes mots il y a 3 ans. Vous n'avez pas dit exactement la même chose. On lui a dit que c'était une agace, que c'était une fille qui voulait juste scorer avec des joueurs de hockey. Il y a rien qu'on n'a pas dit, là. On l'a traité de guidoune, de tout ce que vous voulez, là. Épouvantable. Puis là, un de ces gars-là, donc un de ces gars-là, ben là, la punition, elle s'est terminée, parce qu'on appelait ça maintenant une punition, bien entendu. Elle s'est terminée. Il pouvait pas jouer, du moins, avant décembre dernier. Toutefois, en octobre, il a signé un contrat de 2 ans, je me trompe pas, 4 millions de dollars avec les Golden Knights de Las Vegas, qui se retrouvent présentement en finale de la Coupe Stanley. Puis je veux aussi mentionner qu'en avril 2022, la jeune femme avait déposé une requête en dommages et intérêts de 3,55 millions de dollars contre Hockey Canada. Une entente à l'amiable avait finalement été conclue le mois suivant pour un montant non divulgué. Donc, tu sais, je veux dire, depuis le départ, on a essayé d'étouffer l'affaire. Et la police de London s'est excusée auprès de la victime aussi. Exactement. Catherine, tu étais venue nous en parler parce que toi, tu as vécu quelque chose aussi. Tu sais, je disais tout à l'heure, tu as fondé l'entreprise Ego sans Ego. Tu rencontres des jeunes pour les conscientiser aussi à la culture, une certaine culture toxique. Les rapports sexuels entre les hommes, les femmes, mais tu l'as vécu, là, ça part de ton histoire à toi avec un joueur de hockey. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est pour ça que ça a été longtemps mon processus de guérison pour que ça devienne ma mission. C'est exactement ce que j'ai pu voir dans les 4 dernières années que j'ai travaillé dans le milieu du hockey, surtout en étant peut-être 90% de ma clientèle, où est-ce qu'il y a une racine du problème, là, qui est plus large que juste des gars qui créent des scandales, là. Donc, moi, quand c'est devenu plus ma mission, moins mon processus de guérison, ben c'est là que j'ai commencé à développer. Puis là, on travaille vraiment, on cible le système nerveux pour amener les athlètes élites à se réguler, parce qu'on a compris que c'était la pression, le gros problème qui faisait qu'il y avait une dérégulation qui, après, allait chercher un moyen de se réguler malsain, dont l'alcool, le sexe, les femmes, la drogue. Puis personne ne les arrête aussi. Mais ça, là. C'est, honnêtement, pour être dans le milieu, là, il y a bien des choses que personne sait. Là. Ces gars-là, moi, il y a tellement de gars qui me disent que être joueur de hockey aujourd'hui, c'est comme être en relation toxique, où ils n'ont pas le droit d'avoir de limites, ils peuvent pas nommer leurs besoins. J'ai un gars qui m'a déjà dit, Catherine, je peux pas rien dire, le coach a ma carrière entre les mains. Les gars se sentent comme des numéros, comme des mini-entreprises, puis on le voit, là, l'histoire de Carter Hart. Pourquoi? Ah, ben là, comment ça que là, les organisations, c'est beaucoup l'argent, puis c'est beaucoup ils ont donné l'image. 4 millions. Ouais, mais pour eux, eux veulent gagner, ils s'entorchent, là, eux veulent des résultats. Fait que c'est là que je dis qu'il faut ramener l'humain dans la performance, mais présentement, même les joueurs me le nomment, et j'en ai de la AHL, de la ECHL, de la NHL qui me l'ont nommé personnellement, qu'aujourd'hui, être joueur de hockey, là, c'est complètement de se sentir inhumain. Ils déshumanisent les joueurs, puis après, ils leur demandent d'être humains dans la société. Ça fait aucun sens. Mais là, tu vois, Catherine, présentement, dans la messagerie, là, les gens sont choqués au bout, là, parce que il a été acquitté. Il n'a rien eu. Donc, il a le droit de travailler. L'Association des joueurs aussi a prôné ça dans la LNH. Ils ont dit, écoutez, c'est pas vrai qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le droit parce que si on se met à ne pas donner le droit aux gens de travailler lorsqu'ils sont acquittés, ben c'est quoi la limite? Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi, encore là, on n'a pas le contrôle sur l'extérieur. C'est pour ça que moi, là, j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez d'être fâchés puis de perdre votre énergie à juste être en colère, à juger puis à pointer du doigt tout le monde. Prenez votre colère puis créez quelque chose avec ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon histoire. J'avais pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passait, sur le résultat de ce qu'il allait avoir, mais j'ai décidé de me dire, OK, à la place de rester dans la haine, à la place de... Ça m'empoisonne moi, là. Fait qu'est-ce que je peux créer qui va apporter du changement? Moi, ces joueurs-là, je les accompagne parce que je le sais qu'il y a un problème derrière ça. Puis combien de fois le monde nous dit, mais t'es une victime, tu travailles dans le milieu de l'agresseur. Mais à un moment donné, il faut trouver des solutions. Puis ces gars-là sont autant des victimes dans leur milieu qui fait en sorte, c'est juste que l'homme est tellement conditionné à pas s'ouvrir sur ses émotions, à pas nommer qu'est-ce qui se passe, que eux ils souffrent en silence. Ils ont de l'air fort, là, mais ils souffrent tout en silence. Puis moi, justement, quand j'arrive puis je crée ces espaces-là pour eux, ils me remercient, ils font comme on n'a pas cet espace-là. Pour réguler notre système nerveux, pour pouvoir déposer nos émotions, on nous demande juste d'être fort, de s'injecter dans nos blessures quand on est... Quand il se passe... Tu sais, c'est ça, c'est inhumain, là. C'est de déshumaniser ces gars-là. Fait qu'il faut ramener le plaisir dans la performance, l'humain dans l'athlète. Est-ce que tu dirais, Catherine, le problème, dans le fond, c'est pas lui qui se retrouve à jouer au hockey dans une équipe de la LNH?
c'est le fait qu'on lui ait offert 4 millions puis qu'on se dit finalement, c'est pas grave, gars, c'est le meilleur gars, peu importe ce qui est fait ou pas fait. En même temps, les gens disent, j'ai été acquitté, vous avez raison, là. Puis vous n'êtes pas obligé de me traiter de complètement folle calice, là, comme quelqu'un qui écrit. Non, mais les gens, c'est ça. Les gens, c'est comme. Les gens vont souvent projeter qu'est-ce qu'eux ressentent. Comme là, présentement, on parle, là, ça vient activer des bobos chez chaque personne. Pourquoi ça active pas la même chose chez une que chez l'autre? Les gens vont répondre toujours avec qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur. Fait que ça, il faut décrocher de ça. Sinon, on vit pas. Fait que si on est en mesure de pouvoir avancer avec notre vérité puis créer quelque chose à partir de ça, je pense que c'est de l'énergie qui va bien. Puis comme je dis, c'est l'écosystème le problème. C'est les partisans qui envoient des menaces de mort quand les gars jouent pas bien. C'est les médias qui font des grosses histoires sur Dobesh qui pleure puis qui a des émotions quand c'est complètement normal et humain. Ouais, c'est vrai. Puis là, c'est drôle aussi, les partisans, on fait un scandale sur ses émotions à Dobesh, mais quand ces émotions nous font gagner, là, on est content. À un moment donné, là, c'est ça, faut décrocher. Faut arrêter de projeter ce qu'on vit chez les humains si on veut s'entraider en tant que société. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait qu'il y a les partisans qui ont un bout à faire. Il y a les entraîneurs qui ont un bout à faire d'arrêter justement de demander à leurs joueurs de plus s'écouter dans leur corps, de plus s'écouter dans leurs émotions. Les joueurs ont un travail d'introspection à faire. On a tout un travail collectif si on veut voir ces changements-là arriver. Oui, parce que tu as quand même été confronté à ça, toi aussi. Là. 100%. Puis encore là, j'ai pas le contrôle. Puis tu sais, moi, je me suis fait déstabiliser. Là. Il y a quelqu'un, quand j'ai commencé à sortir dans les médias, qui m'a appelé de son entourage pour voir mes intentions, pour voir si j'allais nommer son nom, ce que j'ai encore pas fait à ce jour, parce que c'est pas ça qui va me créer une guérison, puis c'est pas ça qui va créer un changement. Est-ce qu'il joue encore au hockey aujourd'hui? Oui, il est encore professionnel. Fait que tu sais, c'est ça, mais ça me sert à rien. Tu le vois de temps en temps dans les... Oui, j'en entends parler, mais j'ai arrêté de focusser là-dessus. C'est pas ça qui va m'aider à avancer. Puis j'utilise justement mon histoire aujourd'hui pour créer du changement. Puis je pense que justement, il faut arrêter de se lancer des flèches. Comment tu veux qu'un humain se sente, dans le fond, d'être secure, d'être vulnérable? Quand on regarde qu'est-ce que tu reçois. Mais est-ce que tu les excuses ou tu les excuses pas finalement? Non, chaque geste doit avoir sa conséquence. Chaque geste doit avoir sa conséquence. Par contre, on peut-tu arrêter de s'acharner sur quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui crée une différence avec ça? Moi, je l'ai tout le temps dit, puis ça choque bien du monde. Mon propre agresseur reviendrait avec moi, me parlerait, puis me dirait, j'embarque dans ton entreprise, puis je vais aller parler de ce que j'ai vécu avec toi, puis dénoncer qu'est-ce que j'ai compris de moi, je le prendrai demain matin. Si quelqu'un a une capacité, incroyable. Ben oui, mais c'est ça. On va s'arrêter ici, Catherine, mais on revient bien sûr avec ton témoignage et vos commentaires, surtout les plus gentils. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. She got on the bed naked and said he was going to have sex with me. The hard stories are the ones that need to be told. I really want to see how this unfolds. He sent a text message asking who was up for a three-way. I'm in. They wanted her to get down on the floor. If I resist, how bad could C'est un extrait du documentaire Code of Misconduct, code de méconduite, on pourrait dire. Ce n'est pas encore traduit en français. Ça devrait l'être éventuellement, on l'espère. On aimerait ça. Catherine Laroche, mon invitée, fait partie de ce documentaire-là. Et tu disais pendant la pause, Catherine, quand vous allez le voir, vous allez tout comprendre. Il y a des choses très claires qui sont expliquées là-dedans. Il y a des textos, on voit on voit. Ben, la grande force de Rick Westhead, c'est qu'il amène les faits. Les faits. Le journaliste là, d'enquête qui a enquêté sur cette histoire. C'est ça qui était le but. C'est juste, voici les faits, maintenant faites votre opinion. Parce que dans les médias, c'est pas tous les faits qui sont sortis. Là. Non, effectivement. Exact. Puis c'est pour ça qu'on lance le débat. Parce que si j'ai Stéphane au 187 Cube Radio qui le dit, retrouvez non coupable, lâchez-le. À moins que vous étiez sur place, comme si les filles à la cuisse légère n'existaient pas. Il y en a plein. Et j'aimerais ramener pourquoi qu'on met ça ici. Pierre de Vancouver mentionne. Moi, après avoir vu le verdict, honnêtement, je me suis demandé si ça valait la peine de demander aux victimes de dénoncer par la suite. Parce que le verdict n'était pas satisfaisant. C'est ça le point derrière tout ça. Et toi, Catherine, tu l'as vécu parce que tu as porté plainte, mais tu as fini par l'enlever, ta plainte. Oui, parce que puis ça aussi, ça l'aide pas. Tu sais, quand je disais, tout le monde connaît ton histoire mieux que toi. C'est ça aussi d'être exposé dans les médias. Là, les gens, là, surtout avec les réseaux sociaux, tout le monde projette, comme je dis, leur propre frustration. Quelqu'un qui va bien, là, n'a pas envie de se pogner dans la vie. Là. Fait que quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a
Il y a pas mal de gens qui sont frustrés à l'intérieur d'eux et qui prennent ces occasions-là pour venir nous le lancer. Fait autant les agresseurs que les victimes, on reçoit tout ce que les gens ressentent. Fait que non, si t'es pas bien régulé dans ton système nerveux, là, je l'enseigne, fait que j'essaie de le mettre en pratique, ben non, c'est dur de faire face à ça parce que c'est super, c'est un danger pour le corps là, de recevoir des menaces de mort, de recevoir tout ce que les gens justement lancent. Puis c'est là que je dis aux gens, c'est comme si ça t'appartient pas, si c'est pas ton histoire. Tu sais, autant à quoi bon est-ce que on doit terminer, mais est-ce que tu te demandes quand même, tu m'as dit tout à l'heure, au moins on en parle, puis ça permet de faire de l'éducation, ce qui est un très bon point. Mais c'est sûr que ça va, tu sais, on voulait en parler avec Olivier, très bonne idée, parce que je pense que ça va devenir juste de plus en plus gros, ce dossier-là, à mesure. Là, le nombre de dossiers, on connaît pas, Isabelle aussi. Là, mais tu sais, dans cette affaire-là, Vegas, là, on va les voir jouer. Là. Mais c'est là qu'il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher prise et faire en sorte que, tu sais, c'est ça, je dis quand tout le monde me disait, oh mon Dieu, il s'en va en finale. Puis moi, j'étais comme, OK, good. Ça va être de la visibilité, ça va faire jaser. Puis c'est exactement, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, puis regarder qu'est-ce qui se passe réellement. Puis moi, j'ai vraiment la croyance de me dire, tout ce qui est censé être là va remonter à la surface. Ça s'appelle le karma dans la vie. Puis c'est pour ça qu'il faut lâcher le contrôle sur les résultats. Il faut juste accepter ce qui est là, puis ça va arriver. Donc, on va dire qu'ils vont perdre. En 4. Ils vont perdre en 4. Et de cette manière-là, les Canadiens vont être les seuls à avoir battu la Caroline. Voilà. Hey, Catherine Laroche, merci beaucoup, la fondatrice de l'entreprise Ego sans Ego. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci, Hugo, Sébastien, Maxime. À demain, tout le monde.